Hello, merci d'avoir lancé cet épisode. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Carole Matagne et Soum. Donc je voulais t'encourager à prendre des places pour aller voir leurs spectacles respectifs. Soum, il joue son spectacle Ça aurait pu être pire le 8 mai à Rouvroy, le 9 mai à Moucron et le 16 mai à Charleroi. Alors il y a plein d'autres dates. Le lien est dans la description de l'épisode, n'hésite pas à aller prendre ta place. Carole joue quant à elle son spectacle Caméléon le 8 mai à Amay et le 10 et 11 septembre à Charleroi à la Comédie Centrale et également le 10 octobre au Trocadéro à Liège. Va voir son spectacle également. On en parle dans l'épisode. Je te recommande bien sûr les deux spectacles, sinon je les aurais pas invités dans le podcast. Ils ont du talent. Va voir ça sur scène. Passe une bonne soirée et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. De mon côté, si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, donc Régis Canon, humoriste sur Instagram et sur Facebook, tu sais que j'ai terminé le rodage de mon spectacle. Et oui, j'ai fait 13 dates de rodage un petit peu partout en Belgique et également à Lille. Je joue la première officielle de ce spectacle qui s'appelle OK, le 21 mai prochain à l'auditorium Abel Dubois. C'est ma plus grande salle depuis le début. Avec ce spectacle, c'est ma première officielle. C'est 290 places. Au moment où j'enregistre, j'en ai vendu 156 exactement. Alors je le sais parce que je consulte la billetterie toutes les 6 minutes parce que j'ai vraiment envie que ce soit rempli. C'est un peu mon objectif. Je ne pense qu'à ça en ce moment. Mais ça me ferait vraiment plaisir de remplir cette salle. C'est la première grande salle que j'ai fait il y a 13 ans quand j'ai participé pour la première fois au festival Montois du Rire en 2013. Donc ça me fait vraiment très plaisir de jouer la première de mon spectacle là-bas. C'est un lieu qui est très important pour moi. Et donc ça me ferait plaisir que ce soit rempli. Et pour ça tu peux m'aider. Après je sais que Mons c'est loin. Et si c'est trop loin pour toi, c'est cool, j'ai des autres dates. Je suis à Bruxelles le 26 mai au Petit Kings à Saint-Gilles. Je suis à Namur le 30 juillet et le 9 octobre chez Guillaume. Et je joue également mon spectacle près de Liège pour la première fois dans la province de Liège à Fléron. C'est le 7 novembre. Donc on se voit à mon spectacle, ok ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui représentent fièrement la Wallonie et qui me font beaucoup rire. Alors, ma première invitée, elle vient de Oui. Elle est comédienne, improvisatrice, humoriste de talent. Elle tourne actuellement avec son deuxième spectacle qui s'appelle Caméléon. Mon deuxième invité, lui, vient de Marcinelle. Il est chauffeur de salle, présentateur, comédien, mais aussi humoriste de talent également. Il tourne actuellement avec son quatrième spectacle qui s'appelle Ça aurait pu être pire. Je reçois Carole Matagne et Soum. Comment ça va, les gars ? Mais ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Ça va, oui, non, moi je suis toujours en forme, hein. Très content d'être là. On fait comme si on n'avait pas raté le début d'enregistrement. Ouais, voilà, spontané, c'est tout. Et merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux de faire le podcast. Est-ce que tous les deux, vous êtes consommateurs de podcasts ? Eh ben, ça va t'étonner, mais j'écoute beaucoup de podcasts criminels tous les jours. Moi, je dévore les podcasts criminels, mais il y a que ça que j'écoute. Les autres, j'écoute pas, c'est bizarre, mais le crime, j'adore ça. Ok. Et toi, Carole ? C'est super. N'ayez pas peur. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de développement intellectuel. Ok. Voilà, j'adore ça. Les trucs un peu... je sais pas si tu vois Maud Ankawa, tu vois, c'est celle qui a écrit... Je vois pas, non. elle écrit pas mal de bouquins et j'écoute beaucoup ces podcasts. Ok, trop bien. Ma copine a un podcast là-dessus. Je pourrais te le transmettre. Avec plaisir. Ça s'appelle « Et si on profitait de la vie ?» Ah bah c'est super, tout ce que j'adore. Et n'hésite pas à écouter, ça devrait te plaire, je pense. Ok. Comme ça, je fais sa pub au passage, je suis trop content. C'est beau. Là, je suis un bon amoureux, j'aime bien. Allez. Alors, je vous ai pas prévenu par contre ça, mais pour commencer l'épisode, je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez présenter l'autre ? Est-ce que vous pouvez me dire comment il est comme humoriste, comment elle est comme humoriste, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son style, comment elle est sur les plateaux ? Présentez-moi un peu l'autre. Par exemple, Carole, si tu veux me présenter Soum, si tu veux me présenter Carole. Alors, si je devais présenter Soum, je dirais déjà... Alors, on dit toujours qu'il est gentil. Mais alors, gentil, des fois, pour plein de personnes, ça paraît un peu... oui, il est gentil. Mais Soum, il est gentil, mais pas que. C'est un vrai gentil. Il est toujours poli, il est toujours attentif, attentionné. Donc déjà, ça, c'est en tant que personne et ami. Je trouve que c'est vraiment une très belle personne. Merci. Et donc, il faut le dire parce que c'est important, les gens gentils, et il fait partie de ces personnes. Ensuite, il a un humour qui parle à tout le monde, Soum. À chaque fois que j'ai fait des plateaux avec lui ou qu'on a travaillé ensemble, il a un humour rassembleur. Il a un humour qui touche tout le monde. Dans son côté gentil, il a un humour gentil, mais pas forcément que, parce que parfois, il peut avoir des choses que lui-même peut faire rire avec ça. Donc, il a son humour bien à lui. Mais il est aussi très touchant. Et ça, je ne sais pas si les gens qui ne l'ont pas découvert peut-être dans tout son spectacle,
spectacle, mais juste en plateau. Mais c'est vrai que Soum, il a aussi un côté très touchant à travers son histoire et son vécu. C'est vraiment un artiste complet qui sait faire beaucoup de choses parce que, par exemple, chauffer un public, parce qu'il est aussi chauffeur de salle, c'est quelque chose de très difficile et il a cette facilité de rassembler les gens. C'est un très bel artiste. Oh, merci. Oh là là. Et vous savez que j'aurais pas su dire de si belles choses sur moi. C'est incroyable. Merci, Carole. Ça me touche vraiment. Mais je crois que c'est pour ça que j'aime bien faire la présentation de l'autre, parce que quand on parle de soi, on fait je fais de l'humour drôle, je sais pas. On sait jamais trop quoi dire, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui nous présente. Et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Carole. Vraiment, ta gentillesse se ressent quand tu animes les plateaux, quand tu nous accueilles et tout ça. Et dans ton dernier spectacle, encore plus que dans les précédents, c'est vrai. on a beaucoup plus ce côté sensible et ce côté t'exprimes Et il plein est de aussi choses. très professionnel. C'est quelqu'un, il est toujours à l'heure. S'il organise un spectacle et qu'il doit nous faire venir, on a toutes les informations. Donc, il a aussi ce côté hyper professionnel qu'il n'y a peut-être pas forcément chez tous les stand-uppers actuellement. Merci beaucoup. Ça me touche, vraiment. Voilà. Bonne chance maintenant pour Ah moi. oui, voilà, là. Et Carole, elle est sympa. Allez. Non. Alors, Carole, déjà, première chose, quand j'organise un plateau, elle fait partie de ma guest list tout le temps. D'ailleurs, je l'ai encore contactée hier ou avant-hier. Dès qu'il y a un plateau, pour moi, c'est une des filles les plus drôles dans l'humour belge, d'accord ? Et surtout, parce que là, tu me dis gentil, mais aussi parce que moi, je trouve que c'est hyper important le côté, en fait, le vrai côté, le côté humain, d'accord ? Parce que je peux travailler avec des gens, s'ils sont super drôles, mais que humainement, c'est des pourritures, j'ai pas envie de travailler avec eux. Tu vois, alors que Carole, c'est la joie de vivre, c'est la bonne humeur dès qu'elle monte sur scène. Même si elle raconte des trucs trash, moi, depuis le début, depuis la première fois où je l'ai rencontrée, je dis waouh, mais cette fille doit être une star en fait, parce qu'elle est pétillante. En fait, tu peux pas ne pas être heureux quand tu vois Carole sur scène. Elle envoie un truc, elle aime bien arriver en dansant, ramener un peu de musique et tout, mais il y a cette pétillance, mais aussi cette waouh, ce piquant qui t'envoie des vannes, alors que tu te dis oh petite fille toute mignonnette, petite sympathique, et puis elle va te parler de trucs et elle va te retourner la salle. Moi, j'ai vu des passages où elle a retourné les salles et je trouve ça incroyable. En plus de ça, c'est une comédienne. Alors là, je vais pas trop mentir, j'ai pas vu la série, donc je vais pas dire à elle, je suis perdu dans la série, j'ai pas regardé, j'avoue, désolé, mais c'est logique qu'elle fasse des séries, qu'elle fasse du cinéma. Et là, la présence, tu vois, elle a la présence, pas genre juste c'est une jolie meuf, il y a des jolies meufs qui ont aucune présence, qui sont nulles, tu vois. et puis Carole, en vrai, voilà, c'est vraiment une amitié, ça fait au moins 10 ans qu'on joue ensemble, qu'on se croise sur les plateaux et on s'invite mutuellement avec une confiance aveugle. Je veux dire, elle m'invite, ah oui, elle m'invite peu importe où elle m'invite, si c'est Carole qui m'appelle, si je suis libre, je vais, et vice versa en fait, c'est ça qui est bien, tu vois, et c'est pour ça qu'on a créé une vraie amitié, dans le sens où on sait, bon, tant pis, peu importe où tu vas m'inviter, si je suis dispo, je vais venir. Parce que je sais que tu vas faire en sorte que les conditions soient les meilleures possibles. Et donc, tu disais que j'étais pro, mais toi aussi, tu vois, je veux dire, quand on est reçu au Sofloti ou quoi, peu importe, on sait qu'avec ce genre de personnes, tu peux y aller les yeux fermés. Et voilà, je pense que c'est ça l'amitié, c'est aussi se faire confiance. Et confiance au talent, parce qu'on peut être super bien s'entendre, mais si la personne n'est pas drôle, je vais pas l'inviter. Tandis qu'elle, je te jure, j'y vais les yeux fermés, peu importe. Alors je sais que parfois c'est un peu plus trash, mais c'est pas grave. Ceux qui veulent pas fermer les oreilles, tant pis. De toute façon, on sait du stand-up, on raconte ce qu'on veut, et c'est aux gens à assumer. Mais je sais que ça va être drôle. On va se marrer sur scène, mais aussi on va se marrer en dehors de la scène. Ça, c'est super important aussi, parce qu'il y a des gens, tu sais, ils restent dans leur coin, ils ne calculent pas et tout, même si sur scène, ils vont tout défoncer. Mais alors là, il y a ce côté humain que tu n'as plus. Et nous, on est un peu des artistes à l'ancienne. Je pense que ça fait longtemps qu'on est dans le game et on a encore ce truc humain où on aime bien être là avant, discuter ensemble, discuter après avec le public, rigoler, passer un bon moment. Et ça, des fois, c'est en train de se perdre avec la nouvelle génération. Carole, t'es d'accord avec cette présentation ? Je suis tout à fait d'accord. C'est moi la star pétillante, c'est ce que je voulais vous dire. Et alors, avant de revenir sur vos parcours, j'ai envie de parler de votre actualité. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, vous tournez tous les deux avec votre spectacle respectif un peu partout en Belgique. Donc, on va commencer avec Carole. Toi, depuis le 23 octobre, où tu as joué la première à la Comédie en Île de Liège, tu tournes avec ton spectacle Caméléon. Oui. De quoi parle ce spectacle ? En fait, ça parle de toutes les facettes que j'ai eues dans ma vie, que j'ai pas vraiment choisies et qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. En fait, c'est un peu la sérendipité. Est-ce que vous voyez ce que c'est la sérendipité ? Pas du tout, Alors, en fait, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Tu vois, ce film, en gros, c'est des événements que tu n'as pas forcément voulu qui arrivent à toi, mais cet événement-là, si tu ne l'avais pas vécu, t'en serais pas là aujourd'hui. Donc ça parle un peu de tout ça, de tous les parcours de vie que j'ai eus. D'où ton affiche avec de tenues différentes en une seule. C'est ça. Pour exprimer chaque facette, quoi. C'est ça, exactement. Et alors, il y a aussi une autre affiche où j'ai la robe de princesse verte, parce qu'en fait, on a 2 visuels pour ce spectacle. Et c'est aussi une facette de ma vie, de ma personnalité. Ça parle aussi du fait que j'ai
on a beaucoup pris de décisions pour moi toute ma vie, ce qui m'a amené à vivre toutes ces choses, mais que finalement, je pense qu'il faut voir le positif dans tout. Et je crois que si j'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, avec ces valeurs, et je ne serais sûrement pas comédienne non plus. Parce que j'étais pas amenée à devenir comédienne. J'ai commencé très tard, et en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Trop bien. Et ce spectacle, il est coécrit avec Lorenzo Mancini et mis en scène par Adèle Kuken, comme ça on prononce bien son nom. Comment tu as créé ce spectacle ? Donc en fait, j'ai commencé à écrire. Alors au tout début, en fait, j'ai écrit avec ma meilleure amie qui était ma secrétaire. Je me souviens, elle était dans le divan et je parlais et elle tapait parce que moi je suis pas très douée en informatique et je tape à 2 doigts. Je fais partie de cette génération, de cette famille qui tape à 2 doigts. Et donc j'ai eu plein de choses écrites. Et puis un jour, j'ai contacté Lorenzo. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie d'écrire mon 2e spectacle. J'ai envie de faire ça avec toi. Sauf que je lui ai vraiment dit, en fait, c'est pas mon spectacle. Si on écrit ensemble, c'est notre spectacle. Donc, je veux que tu mettes autant d'énergie que si c'était le tien. Il a lu tout ce que j'avais écrit et il m'a dit je suis hyper partant. Quand je lui ai parlé un peu de tous les thèmes dont je voulais parler, il me dit je sais pas encore comment on va arriver à lier tout ça, et puis c'est vraiment à la fin en fait qu'on a trouvé le concept du caméléon, et une très belle aventure a commencé avec Lorenzo. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et plus que ça d'ailleurs, je le porte vraiment dans mon cœur, et c'était super. Et puis lui, en fait, son spectacle avait été mis en scène par Adèle, et de là il m'a dit je pense que ça pourrait être sympa, et il m'a fait rencontrer Adèle qui a lu aussi le spectacle, et je lui ai dit la même chose, je veux que ça soit notre projet à tous les 3. J'ai l'impression d'être Emmanuel Macron. Notre projet. Et elle était partante, et donc voilà, et là maintenant on a un groupe WhatsApp tous les 3 ensemble, et c'est une très très belle aventure humaine et dans tous les sens du terme, parce que finalement quand je l'ai présenté sur scène, j'ai vraiment été agréablement surpris de la réaction du public face à cette nouvelle histoire. Trop bien. Ben moi, j'en profite pour dire que je suis très impressionné par ce que tu as fait avec ce spectacle, parce que tu es venu souvent chez Guillaume, on était sur les plateaux ensemble, Soum parfois avec nous aussi, et tu es vraiment venu avec des blocs complets à tester des 15 minutes sur un sujet parfois dur. Tu dis des choses qui sont passées dans ta vie, oui. Qui ont fait qui tu es, mais donc il y a des moments plus compliqués que d'autres. Donc tu es vraiment arrivé avec un passage de 15 minutes que tu n'avais jamais testé avant. Nous tous, on venait avec notre passage hyper rodé qu'on joue partout sur les plateaux, et tu t'es dit, moi je m'en fous, il faut que je teste, je viens de la minute 1 à la fin, c'est que du test, et t'es arrivé, et c'était dur parfois, oui. Mais t'as continué à le faire, et moi je suis hyper admiratif de ça, parce que nous on est arrivé un peu tranquille, les pieds dans les chaussons, en mode on va faire notre passage qui va cartonner, on sait que ça va bien se passer. Toi t'es arrivé, bon, il faut que je le teste, j'y vais, et ça, bravo quoi. Merci beaucoup. Et que c'est testé en plus un passage spectacle, c'est pas un passage plateau quoi, tu vois. Donc, mais je te remercie, parce que c'est vrai qu'à chaque fois tu me le disais. Donc mais moi je trouvais ça super impressionnant, parce que moi j'ai testé mon spectacle aussi, mais par petite touche quoi. C'était je rajoute 3 phrases dans ce passage là, je rajoute un changement entre 2 trucs, mais je suis quasiment jamais venu avec un 10 minutes nouveau, à part dans des soirées spécifiques pour ça. Tu vois, par exemple la soirée test, je suis venu tester un 5 minutes sur un sujet, je suis testé un 10 minutes sur ce sujet là, mais jamais sur un plateau où tout le monde fait un passage rodé venir avec du nouveau, ce qui est très fort, parce que là c'est l'ego qui parle. T'arrives sur un plateau, t'es des fois celui qui fait le moins rire parce que tu viens avec un passage qui est nouveau, et ça c'est dur. Oui. Mais tu te dis il faut que je le teste, donc je m'en fous, je le fais, et ça, bravo. Ouais, merci. Bravo. Moi, à contrario, il y a plein de passages de mon spectacle que j'ai même jamais fait en plateau. Ok. Parce que j'ai pas envie de les. En fait, ce serait compliqué de les retirer. Dans un contexte du spectacle, ça se passe super bien. Et j'ai pas envie de prendre le risque que ça se passe moins bien en plateau. Et donc, des fois, mais j'admire. Tu les as testés du coup dans ton spectacle. Ouais, c'est ça. Directement. Il y a plein de choses qui ne sont que dans le spectacle, qui n'ont jamais été testées en plateau, mais prises dans leur ensemble, ça va. Ça se passe vraiment bien. Bah en vrai, je suis encore une fois admiratif de ça, parce que moi, pour le spectacle, 100% avait été testé quoi. Ouais, avant de faire le spectacle. Après, j'ai tout mis en un bloc. Ce que j'ai testé, c'est de la continuité de tout quoi. Mais tout avait été testé quoi. Ah d'accord, ok. Bah justement, on va parler de ton spectacle. Soum, toi, depuis le 3 août 2024 à la Ruche Théâtre à Charleroi, tu tournes avec ton spectacle Ça aurait pu être pire.
De quoi parle ce spectacle ? Alors, ce spectacle, ça parle vraiment de ma vie et j'y vais en profondeur où je parle de ma naissance à Kinshasa en couveuse et les problèmes qui ont suivi, puis mon placement en famille d'accueil, mes changements de famille d'accueil, tout en expliquant après un peu mes rencontres dans le monde du travail, le monde, un peu de l'amour également, les séparations, parce que j'ai une belle vie de foireux aussi de ce côté-là. Mais malgré tout, je suis très fier et c'est pour ça que le titre, ça aurait pu être pire. C'est que j'ai commencé avec une vie un peu plus compliquée que pour certains, mais elle aurait pu être tellement pire en fait. C'est-à-dire que, bon allez, je spoil le spectacle, mais c'est pas grave, c'est ma vie. À l'âge de 5 ans, je change 3 fois de famille sur l'espace de 2 mois. Et donc psychologiquement, c'était pas facile, mais il y a une partie de mon cerveau qui a occulté beaucoup de moments. On m'a raconté des choses dont j'étais pas conscient, où je pleurais dans la chambre, où je voulais pas. In fine, je me dis, ça aurait pu être pire en fait, parce que j'aurais pu tomber sur des gens qui ne m'aimaient pas, qui me maltraitaient. Et moi, j'ai eu la chance, malgré mes changements de famille, c'est que j'ai reçu de l'amour partout. J'ai reçu de l'amour partout. Et donc, ça a fait qui je suis, malgré mes failles et mes tristesses intérieures. Et c'est pour ça que j'ai réussi chaque fois à tout transformer en rigolade, et ça a un peu toujours ma force, ou peut-être parfois c'est une force, même si parfois ça peut être une faiblesse, dans le sens où moi, quand il y a des trucs graves, j'essaie de toujours relativiser en essayant de faire une blague, en faisant rire. Alors il y a des gens, ils kiffent et ils disent c'est génial, mais parfois t'as des amis, ils auraient envie que tu pleures avec eux, quoi. Mais moi, c'est pas ça, je suis pas comme ça. Moi, c'est très rarement où je vais plaindre, les gens disent c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je vais dire allez, je vais essayer alors qu'il y a des gens, eux, ils aiment bien qu'on les plaigne et qu'on soit triste avec eux. Moi, c'est pas ma façon de fonctionner, donc je vais essayer plutôt de relativiser, d'essayer de mettre des bons côtés, et c'est ce qui se passe dans mon spectacle. Je vais vous parler d'un truc qui a l'air un peu plus triste, et puis bam, je te mets une vanne, je fais rire, et les gens, ok, t'as failli nous mettre une larme, mais tu nous as fait rire, parce que c'est le but, in fine, parce que ma vie peut être, la vie de chacun peut être compliquée, mais j'essaie de me dire, ok mec, c'est pire, il y a des trucs bien pires. Moi, j'ai la santé, mes enfants ont la santé, tu vois, j'en entends tous les jours, des gens qui ont des histoires incroyables, plus maintenant avec la situation, la guerre un peu partout, il y a des gens, ils se lèvent, ils entendent des bombes, quoi. Nous, on est en Belgique, on est bien, alors ouais, il y a des racismes, il y a il y a des problèmes, mais on s'en sort bien, on s'en sort bien. Et donc ce spectacle, c'est ça, c'est du début à la fin, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a du rire, il y a de l'émotion, il y a de la sincérité surtout. Vraiment, je vais à fond dans mon histoire, parce qu'en fait, j'abordais certains sujets dans les spectacles précédents, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion. Je parlais de l'adoption, et je parlais, je disais j'étais adopté, et un jour quelqu'un m'a dit, mais Soum, tu dis que t'as été adopté, mais t'as ton nom de famille. Et c'est vrai, en fait, j'ai pas été adopté, moi j'étais en famille d'accueil, c'est différent. Et donc c'est avec cette réflexion, je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que j'en parle exactement, ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est vrai que c'est vraiment aller dans mon intimité. Il y a même des potes ou des gens, même des ex qui savent pas totalement mon histoire, quoi. Maintenant, je le raconte et les gens savent plus que certains qui me connaissent depuis des années, parce que je n'avais pas spécialement besoin d'en parler. Mais là, je pense que j'avais besoin d'en parler, une thérapie. J'ai même fait des recherches sur ma vie. J'ai été voir mes familles d'accueil, ma mère biologique, raconter un peu pourquoi, ce qui s'est passé. Et j'ai la chance, contrairement à certains enfants adoptés ou placés, c'est que moi, je connais mon histoire, je connais mes parents, je sais les raisons. Et je pense que grâce à ça a forgé qui je suis, et que je te dis, moi, rien n'est grave in fine. Puis il y a toujours pire, hein. Trop bien. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé dans ton spectacle, parce que je crois que j'ai plus ou moins vu un petit peu les 4. Oui. Et c'est celui-ci qui est le plus personnel. Moi, c'est celui que j'ai préféré, parce que j'adore. C'est ce que j'aime chez Carole aussi, c'est que c'est très personnel. Moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est qu'on sente la personne, et que je trouve que dans les précédents, on le sentait moins. Ouais, d'accord. Ouais, et du coup, là, c'est plus toi. Même moi, j'ai appris des trucs sur toi, alors que c'est pareil, c'est 10 ans qu'on se connaît, et je suis là, ouais. Mais j'ai quelqu'un qui est venu me voir en spectacle mercredi à Wavre, et qui a vu le précédent. Parce que le 3e spectacle était aussi très très drôle, limite, parfois peut-être un peu plus drôle, mais dans l'efficacité. Plus dans l'efficacité, mais qui recherche que le rire. Alors c'est bien, et souvent c'est ce qu'on demande, mais ici je cherche le rire, mais tout en étant plus sincère. Donc en effet, elle m'a dit attention, j'ai vraiment adoré, mais je trouvais le précédent peut-être un peu plus drôle. J'entendais son message. Son message, c'est vrai que c'était beaucoup plus efficace, mais des fois, dans le précédent, c'était mettre des vannes pour mettre des vannes. Que j'aime bien aussi, hein, surtout quand je fais un 10 minutes, 10-15 minutes, tu me vois, je vais faire que des vannes tout le temps, c'est bien. Mais sur un spectacle complet où je vais dans l'histoire, dans la tristesse, dans la profondeur, c'est vrai que c'est bien que des fois il y a des moments, après c'est pas très long, il y a toujours des rires, mais des moments un peu plus de réflexion, un peu plus d'écoute. Et c'est ça aussi. En fait, ce qui est drôle, c'est que des fois tu parles et les gens ils te regardent avec des yeux, ils sont vraiment dans l'écoute, et puis bam, ils rigolent, et c'est parfait, quoi. Enfin, c'est parfait. J'ai pas dit que mon spectacle était parfait, mais j'aime cette situation d'écoute, et puis qui enchaîne par un rire, quoi. Ok, mais moi je dirais pas qu'on rit moins, je dirais qu'on rit, c'est un rire plus profond comme ça, qui vient de plus de l'intérieur, qui fait plus du bien. Que d'avant c'était un rire de c'est marrant. Voilà, je comprends. Ouais. Je sais pas, moi je préfère ça, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le stand-up. Il y en a qui sont plus efficacité, moi j'aime bien. Oui, mais tu veux raconter quoi, qui tu es, et c'est moi ce que j'aime le plus. Moi aussi. On est d'accord. Est-ce que tous les deux vous avez un objectif avec ce spectacle, un lieu où vous aimeriez le jouer,
quelque part où vous voudriez amener le spectacle, ou c'est très bien comme c'est pour le moment, vous tournez un petit peu partout et ça vous va, je sais pas. Comment vous voyez un petit peu la suite du spectacle? Moi, je suis très ambitieuse. Hein. Donc, Ok. moi, il faut savoir que moi, je crois beaucoup à l'univers, tu vois, à tous ces trucs-là. Et qu'à chaque fois que j'ai pensé à quelque chose dans mon parcours, c'est arrivé. Et là, à chaque fois, je dis à Lorenzo, je dis, on va aller à l'Olympia avec ce spectacle. Oh. On va aller à l'Olympia avec... Je sais pas quand. Je me souhaite que ce spectacle soit vu par beaucoup de gens. Ça peut paraître très prétentieux ce que je suis en train de dire. Non, Mais du tout, c'est pas parce du que tout. c'est parce qu'évidemment je parle de moi, mais j'utilise, je parle de sujets qui peuvent évidemment toucher tout le monde, enfin comme la plupart en fait des spectacles. Mais oui, je suis très fière de ce que je raconte et j'ai envie d'aller loin. J'ai commencé tard la scène, donc ouais, moi je me souhaite d'aller dans les étoiles avec ce spectacle. Bah, trop bien, on te le souhaite aussi. Eh bien, bon, alors moi, j'ai deux aspects. D'une part, j'aimerais bien un jour jouer mon spectacle au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Ça, c'était mon rêve ultime depuis que j'ai commencé, parce que je suis Carolo, le PVA, 1800 places, ça c'est mon rêve ultime. Mais à contrario, j'ai plus trop d'ambition pour moi, pour ma carrière sur scène. Vraiment, je suis en mode un peu down. Alors down sans l'être, mais moi, ça fait quand même 15 ans que je fais ça, même si j'ai commencé à 25 ans, mais donc ouais, je fais 40 cette année. J'ai l'impression, tu vois, de ne pas avoir évolué. Alors artistiquement, oui, mais c'est toujours le même problème de remplissage, le même problème de manque de notoriété. Des fois, c'est horrible de se dire, je fais la première partie d'un artiste super connu ou tu vois qui remplit bien comme PE ou quoi. Il y a des gens qui me félicitent après en me disant, ah, c'est bien, continuez ce que vous faites. Et c'est horrible, ça fait 15 ans que je fais ça, bien sûr, je vais continuer. Et donc, moi, j'ai perdu toute ambition en fait parce que je pense que j'ai essayé et j'ai pas réussi. Alors, c'est pas trop tard, je suis encore que 40 ans, tu me diras, mais j'ai pas envie d'être dans 10 ans et me dire que je suis encore là, en train d'être le vieux artiste qui a essayé un truc et qui est jamais arrivé. Donc là, je suis vraiment en pleine réflexion. Je l'ai annoncé l'autre jour sur la scène à Liège où je me dis, ce sera peut-être la dernière fois que je passais dans cette salle au Trocab, même si j'adore, mais j'ai l'impression d'avoir raté le train. Tu vois, il y a des gens, tout le monde nous passe devant, ça fait 15 ans que je suis là, et il y a des gens, ils sont là depuis 1 an ou 2, et eux, ils ont compris, ils ont utilisé les codes qu'il fallait, notamment Internet, ce que j'ai pas fait quand j'aurais dû. Alors, il n'est pas encore trop tard, mais ouais, j'ai perdu un peu cette ambition, alors que quand je monte sur scène, j'adore, attention, sur scène, je m'éclate, le spectacle, ça se passe super bien, et d'ailleurs, les gens qui ont vu le spectacle, qui m'entendraient parler comme ça, disent, mais putain, non, on fait pas ça. Mais voilà, cette ambition, cette flamme, ce truc, ça commence à s'estomper parce que ça fait longtemps. Ça fait un peu. Mais tu sais que quand le train passe, un autre arrive. Oui, bien sûr, c'est beau. Mais et si forcément, alors je reviens avec mon univers, mais si tu jettes dans l'univers, j'ai l'impression que le train est passé, donc voilà, mais forcément, c'est ce que tu vibres. Ouais. Il faut vibrer l'espoir et d'avoir envie. Maintenant, si ton truc... parce que t'es très doué, donc... Non, mais c'est gentil. Qu'est-ce que la réussite? C'est la célébrité? Non. C'est pas la célébrité, mais c'est le remplissage, le fait de pouvoir vivre de ça. Parce que moi, je suis fonctionnaire encore dans la vraie. Je sais pas si il y a des questions prévues sur ça, mais moi, je travaille encore à temps plein. Et depuis combien de temps on se dit, sous un jour, tu veux... Alors, j'ai pas pris ce risque. Oui, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris le risque de quitter tout un jour et de me dire, ok, c'est bon, je me lance, je suis humoriste à temps plein, j'arrête de travailler. Parce que déjà 2 ans après que je me suis lancé, j'ai eu un enfant, donc je ne pouvais pas prendre ce risque. Et donc, je me suis mis un plafond de verre, certainement. Et donc maintenant... Alors oui, comme tu dis, en parlant comme ça, je m'envoie des ondes négatives et ça va il va rien se passer de mieux. Mais je suis aussi très réaliste, très pied sur terre et très me dire... Ouais, ok, malgré tout, j'ai quand même fait quelque chose de chouette, mais ça va être difficile de faire mieux. En tout cas, d'aller plus loin, en tout cas dans ce que j'aurais voulu. Mais du coup, tu penses continuer sur ta lancée, continuer comme ça, et si tu atteins plus, tant mieux, si pas, c'est pas grave. Ou alors, ce que je suis en train de vivre dans ma tête, c'est je continuerai à être humoriste, c'est-à-dire on m'appelle sur des plateaux, on m'appelle sur des projets, présentés, mais peut-être que j'arrêterai un de ces 4 le spectacle complet. Parce qu'en fait, ce qui m'embête dans ce travail, c'est le côté marketing de se vendre et de quémander des places et de vendre des places tout le temps. Ça commence à vraiment m'insupporter et d'être toujours... Je te jure, j'ai l'impression de demander aux gens, s'il vous plaît, venez me voir, remplissez mes salles. Alors que en fait, c'est parce que j'ai pas fait le taf en amont d'être assez connu pour que j'ai même plus besoin de demander, que ce soit les gens qui me demandent, tu viens quand ? Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça, les artistes qui marchent, et c'est le public attend, mais tu viens quand chez nous ? Alors que c'est moi qui dis... Tu viens comme voir. Tu vois la différence ? Oui. Et ce côté-là, il est... c'est dommage. Après, dans le milieu,
tout le monde t'appelle. Je veux dire, il y a des plateaux, les gens te contactent et tout. Ah oui, non, dans le milieu, sur les plateaux, c'est ça. C'est le public qui doit avoir connaissance, comme nous, on a connaissance dans les gens qui font de l'humour, que t'es aussi qualitatif que des gens qui remplissent des salles. Non, ça c'est très chouette. Et j'ai eu de la discussion avec Cody l'autre jour. Il me disait, dans ce milieu, il faut avoir le savoir-faire et le faire savoir. Et il m'a dit, le savoir-faire, tu l'as. Maintenant, il faut le faire savoir. C'était beau. C'est chouette, mais voilà, ça n'empêche que j'ai toujours cette réflexion. Mais voilà, je me plains pas, hein. J'ai encore une fois, ça aurait pu être pire, j'ai une belle vie, je gagne ma vie, et tout est bien, mais à un moment donné, peut-être que je dirais, le spectacle complet, le quémandage, le remplissage, tout ça, ça va me saouler. Peut-être que si tu t'en distancies de ce truc de il faut remplir, peut-être qu'en fait ça va remplir. Exactement. Peut-être, je te le souhaite. En tout cas. Mais allez voir son spectacle, j'en profite. Allez voir le spectacle de Carole aussi, allez voir mon spectacle. Je sais pas à qui je parle, mais allez voir du spectacle vivant. Oui. Soyez curieux aussi. Allez voir des spectacles, vous savez pas ce que c'est. Ah oui. Ça j'adore. Ça c'est dingue. Ça j'adore moi. Ouais. Moi, j'ai joué mon spectacle jeudi chez Guillaume. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit on était disponible cette date-là, on a vu que c'était le spectacle, on a réservé et ils ont adoré. Je fais trop bien. Ouais, mais c'est génial. Il y a encore des gens curieux comme ça. Je veux aller jouer à WoW cette semaine également, où des gens qui m'ont dit on a réservé il y a quelques mois parce qu'on avait vu l'affiche. On s'est dit, il a l'air sympa, on va aller voir. Ah bah trop bien. C'est incroyable. Du coup, tu leur as pas demandé, venez me voir, tu vois. Oui, sauf. Et là, Est-ce que en dehors du spectacle, vous avez des autres projets en cours dont j'aurais pas connaissance? Oui. Oui. Tu peux pas en parler pour le moment? Mais j'en parle pas pour le moment. D'accord. Alors oui, j'ai des projets en cours, mais oui, voilà, c'est secret. Hein. Moi, j'aime pas trop. Dire avant. Alors oui. Toujours pour un peu ce côté superstitieux et puis j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois. Donc souvent, par exemple, quand j'ai écrit la série Une semaine sur deux et qu'on a commencé le tournage, il y a des gens qui m'ont dit mais t'as fait une série. En fait, on n'avait rien dit à personne, quoi. On n'a pas dit qu'on écrivait, on n'a rien dit. Voilà. Donc oui, évidemment, moi je continue à avoir des projets, mais là pour le moment. Rien qui peut sortir. Je reviendrai te voir. Ok, trop bien. Moi, j'aime bien faire l'inverse. Moi, c'est parler des projets en avance pour me pousser à devoir les faire. Tu vois. Et après, je suis coincé. Par exemple, tu vois, je pourrais dire dans 3 ans, je fais l'Olympia et après, je fais ce qu'il faut pour le faire. Mais si je le dis pas, j'aurai le projet sur le côté, les gens en seraient pas au courant et à un moment donné, je fais ça marche pas, je retire le projet, tu vois. Le fait de le dire me force à le faire, quoi. Ouais, c'est bien, mais c'est 2 façons de faire. Moi, j'ai failli avoir des projets qui étaient. Non, mais je vous explique. Je vous explique. Il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai coécrit une série, coécrit un film. On l'a cherché les producteurs, on les a pas eu, mais on a tourné un pilote de la série. J'ai passé l'année dernière, j'ai fait un pilote d'une émission de télé parce qu'il y a un producteur qui m'avait vu sur scène en train de présenter un spectacle et qui avait dit je te vois tellement présentateur d'une émission, ce dont je rêve depuis des années. Et l'année dernière, on a tourné ça en mois de mai dans les studios d'RTL, dans les studios du 71. Je le dis maintenant vu que le pilote n'est pas sorti finalement. Voilà, mais on a fait ça en direct, enfin dans les conditions du réel, en multicam, avec l'oreillette, avec le public. C'était incroyable. Moi, je vivais un petit peu mon petit rêve. Et malheureusement, l'émission en elle-même n'est pas sortie. En fait, on était 2 sur le projet, 2 présentateurs. Mais même l'autre, c'est pas que quelqu'un a été pris ou pas pris. C'est que c'était une nouvelle émission. Et c'est pas sorti, mais voilà, tu vois, je suis toujours à ça de faire un truc dingue. Mais si tu savais le nombre de trucs que j'ai ratés à ça, et c'est pour ça que je me dis à un moment donné, il va falloir être réaliste ou alors continuer de rêver. C'est parce que ce qui va t'arriver, tu t'imagines même pas, ça va être... Ah non, là, je l'imagine plus. Là, je l'imagine tellement plus. Et Carole et moi, on est dans la team optimiste de oui, mais là, pour moi, tu as fait un pas vers ton truc. C'est très bien, mais c'est beau. Tu vois. Et donc, t'as déjà eu les contacts et on a vu que tu savais le faire, tu vois. Moi, je te vois comme notre Nikos belge, tu vois. Mais moi, franchement. Et ici, oui, par contre, là, j'ai un projet, c'est pas super secret, je vais présenter une émission. J'avais oublié. C'est vrai que tu vois, des fois, ça aussi, c'est mon erreur. C'est-à-dire qu'on me propose des trucs et je les banalise un peu trop, alors que si je reviens 5 ans avant, je me dis, grave. Donc ici, je vais présenter un truc, une émission qui est sur le net, sur la technologie. Et donc, on commence le tournage la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est super. Oui, voilà, petit à petit, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Parfait. Maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, dans le podcast, moi j'aime remonter le temps. Donc je vais pas pouvoir aborder tout ce que vous avez fait parce qu'on n'a pas 5 jours devant nous, parce que vous avez fait aussi beaucoup de choses. J'ai essayé de regrouper, de parler d'un maximum de choses. Mais pour commencer, je vais avoir besoin que vous complétiez mes infos pour votre future page Wikipédia. Soum, je sais que tu es né à Kinshasa en 1986, mais j'ai pas la date. C'est vrai ? Ouais. Le 16 avril. Le 16 avril, j'ai pas trouvé. Ah, c'est ouf ça. Parce que sur ton Facebook, tu l'as pas mis et sur les articles, ils mettent que t'es né en 86, mais pas la date. Donc, voilà. Comme ça, la page Wikipédia sera complète. Carole, toi, je sais que tu es de Oui et que tu es né le 25 septembre, mais j'ai pas l'année.
1986. 1986 Est-ce que l'année incroyable, c'est hein. le grand cru, et ouais. On fait partie de la team, on va avoir 40. Ouais, moi c'est très 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 bientôt. Je sais pas quand le podcast sort, mais voilà. Je sais pas non plus. Ça Mais en sera tout cas, quand j'ai c'est le temps cette de année, travailler en 2026. Je mets jamais la date parce qu'en fait, alors moi je trouve que c'est dur, comédienne et l'âge pour voilà. Mais j'ai pas de problème de dire mon âge et je suis en fait très heureuse. Plus je vieillis et plus je me sens bien dans ma vie, dans mon corps. C'est toutes les meufs qui disent ça après. Est-ce que, enfant, vous étiez déjà des gens drôles? Alors moi j'étais drôle, mais je ne le savais pas. En fait, j'étais drôle dû à mon physique atypique. Donc en fait, moi j'étais la moquerie des autres, quoi. Oh, quelle tristesse. Ah, quelle tristesse, hein. Ah, Bienvenue non. au club. Donc oui, moi j'étais une petite fille aux oreilles décollées, pointues, mais hyper décollées, quoi. Tu vois, Ok. tellement décollées, on riait tellement de moi que mes parents ont pris la décision quand j'avais 8 ou 9 ans de me faire opérer pour que la moquerie s'arrête, parce que c'était ah ouais. Ouais. Putain, Ouais, c'est hardcore, quoi. c'est dur. Hein. Du Ouais. coup, si tu pouvais retirer ma date de naissance. Alors, en plus, j'étais ronde. J'étais vraiment, c'est comme je dis dans le spectacle, j'étais vraiment très ronde. Et tu sais que tu es ronde quand en primaire, tu es la seule au cours d'escalade qui est assurée par le professeur, quoi. Donc là, tu sais que tu es vraiment très ronde. Moi, j'ai déjà eu 2 personnes qui m'assurent, ce qui est un peu vexant. C'est pire. Et donc, et en fait, je parle de ça dans le spectacle. Et donc, je dis, vu que j'arrivais pas à me faire des amis et tout ça, ben, j'ai développé en fait un côté bout en train et comique pour justement, parce que j'avais pas le côté physique des autres filles. En plus, moi, j'étais habillée avec les vieux vêtements de mes frères et tout ça. Enfin, tu vois, donc je démarrais vraiment mal dans la vie, quoi. Mes parents m'ont pas donné, toutes les bonnes bagages, on va dire. Donc j'ai dû développer ce côté comique. Et toi, Soum? Moi, c'est tout le contraire. J'avoue que moi, j'étais le petit comique déjà depuis tout petit. Depuis tout petit, j'étais le comique, j'aime pas dire ce genre de truc, mais dans les populaires de la classe où tout le monde voulait faire comme moi, dès que j'avais une idée bête, les gens me suivaient. Mais j'avais la chance, c'est qu'en plus j'étais bon élève. Là, je pouvais faire des petites bêtises, faire le pitch, faire 2-3 blagues, mais quand même écouter en classe et avoir des super points. Donc ouais, j'étais dans les films américains, j'aurais été le connard sportif Le quarterback. Ouais, voilà, tu vois, j'aurais été vraiment ce connard. Quoi. Après, c'est vrai que je faisais du foot, j'avais toujours une petite copine, et puis faire rire les gens. Ouais, vraiment, je suis le moi aussi, mais sans être méchant. Enfin, sans être méchant. Non, toi, C'est t'étais relatif. celui qui se foutait de ma gueule, en fait. Ouais, c'est relatif. C'est-à-dire Et de la mienne. que, avec le recul, on m'a renvoyé vers mon miroir, tu vois, en disant, ouais, mais tes petites boutades, à la longue, c'était chiant, tu vois. Alors que pour moi, je le voyais pas méchamment, mais c'est normal parce que j'étais du bon côté, tu vois. Tandis que les personnes en tout cas qui ont souffert de mes petites moqueries, je présente mes excuses à certaines personnes, pas beaucoup, mais il y en a 2-3, il y en a une en tout cas qui a gardé ça très fort et je le voyais pas méchamment, mais c'est vrai que et tu vois, ce qu'on fait sur scène, on fait des vannes et tout, c'est drôle, mais dans la vraie vie et quand c'est régulier dans l'école, ouais, on est méchant un peu quand on est jeune, on est ado. Et avec le recul, ouais, il y a certaines personnes où j'aurais peut-être pas dû. Mais sinon, voilà, j'étais drôle. Okay. J'étais drôle, ça faisait rire les gens, mais pas tout le monde. Moi, je voulais tellement qu'on fasse attention à moi et qu'on me voit, en fait, que j'en devenais malgré moi chiante. Et ma mère me disait, t'es attachante, quoi. Ah t'es ouais. vraiment, tu vois, t'es attachante, mais donc je sais que beaucoup de gens m'ont donné cette étiquette et ils pensent encore maintenant, ouais, Carole, elle est chiante, quoi. Ah bon Parce que, parce que petite, ouais, je voulais vraiment qu'on me voie et donc j'en devenais chiante, quoi. T'en faisais beaucoup, quoi. Moi, j'étais un peu ça aussi. Ah ouais? J'étais à faire beaucoup de blagues de aimez-moi. Ah, Ouais, je suis chiant là. Ah, je suis désolé, j'arrête de faire des blagues. Tu vois, c'est un peu trop, quoi. Ouais. Trop intense, un peu comme ça. Parce que j'étais pas dans les populaires comme Soum. Moi non plus, j'étais pas dans les populaires. Je veux dire. Et est-ce que votre entourage, ce sont des gens drôles? Est-ce que l'humour, c'est quelque chose qui est important dans l'entourage ou c'est juste, ça vient de vous? Genre vos proches parents, frères, sœurs? Ouais, mon frère aussi, c'est un vanneur. En fait, ouais, moi, en plus, j'étais le plus petit, donc lui, il vannait tout le temps. Donc, il fallait aussi que. Je pense que j'ai fait des défenses et donc j'ai vanné, j'ai un peu fait ce que lui faisait. Lui, il était encore plus pire que moi. Ma mère aussi, celle avec qui j'ai vécu, aussi a toujours eu ce petit côté faire des petites blagues, pince sans rire. Ouais, je pense que c'est cette famille, ouais.
Okay. Moi, c'est très bizarre. Ils ont un peu les deux facettes. Ils ont un côté très cartésien et très intelligent. Ils ont tous fait des longues études et tout ça. Enfin, je pense à mes parents et un de mes frères. Mais ils ont quand même tous beaucoup globalement d'humour, oui. Mais je suis la seule qui a développé ce côté vouloir parler en public et tout ça. Sinon, ils sont quand même très cartésiens, on va dire. Et est-ce que vous allez voir beaucoup de spectacles, vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision, des humoristes, tout ça, ou pas spécialement? Moi, oui. Moi, mon papa, mes parents m'ont montré beaucoup de films à la télé. Je me souviens que chez mon père, quand mes parents ont divorcé, il y avait tout un mur rempli de cassettes parce que chez GB à l'époque, tu gagnais des points et tu pouvais acheter des cassettes quand tu avais genre 10 points, quoi. Et donc, mon père avait un mur rempli avec Piège en haute mer, L'arme fatale, enfin tous les films, mais aussi des classiques. Donc, j'ai eu la chance de voir beaucoup de films. Moins le théâtre, ils m'ont moins emmené au théâtre, mais moi, par après, j'ai été voir beaucoup de spectacles. Et tu te rappelles le premier spectacle d'humour que tu as vu en live? En live, non, mais le premier spectacle d'humour que j'ai vu, mes parents m'ont acheté la cassette du spectacle de François Pirette. Ah, j'allais dire la même chose. Pirette, ouais. Et je connaissais la cassette par cœur, quoi. Avec, il y avait le professeur d'éducation physique, il y avait le driving, Amédée. le petit vieux. Ouais, Ce ça, spectacle était dingue. Et le premier film qui m'a donné envie de faire ça, c'était The Mask, où j'ai eu une claque intégrale de comédie, d'humour, de tout quand j'ai vu ce film, où je me suis dit... Mais j'adore. Et le premier spectacle que j'ai vu de quelqu'un de connu, Quelqu'un connu ou pas, ouais. je pense que c'était le spectacle de l'école de mes neveux. Non, franchement, j'ai pas de souvenirs là comme ça. Ok. Et toi, Sou? Oui, alors moi, évidemment, les films, la comédie, j'en ai regardé, j'en ai bouffé et j'adore toujours. J'ai regardé plus de spectacles d'humour avant. Un de mes premiers spectacles que j'ai regardé, c'est Jamel. Okay. Un des premiers spectacles avec 100% de booze. Je pense, tu vois, avec Jean-Baptiste, viens voir ici Jean-Baptiste, tu vois, avec les M&M's. Ouais. Avant, je sais pas, il est passé à la télé. Pirette, évidemment, parce qu'avant, on regardait la télé en famille et Pirette passait. Et il y a un spectacle, ça va vous étonner, que j'ai écouté, pas regardé. J'avais la cassette dans mon Walkman. C'était Franck Dubosc, je vous ai pas raconté, avec Sandy et tout ça. Je l'écoutais. Donc je connaissais le texte et limite je savais à peine qui était Franck Dubosc parce que j'avais pas je sais pas comment. Il y a quelqu'un qui me l'avait prêté, donc on est en 2001, je me rappelle l'année 2001-2002, j'étais à l'école à Charleroi et j'écoutais le spectacle de Franck Dubosc. D'ailleurs l'autre jour je devais faire la première partie, je lui avais demandé, ça s'est presque fait puis ça s'est pas fait. Je voulais tellement lui raconter cette anecdote là et voir Franck Dubosc et lui dire mais mec, ça veut dire que le texte était bon. Tu vois, parce que on enlève le côté mimique, il y a que du texte et t'arrives quand même à rire. Et donc, ouais, j'ai consommé. Et puis le Jamel Comedy Club saison 1, je les regardais tous. Tous les passages de Thomas Njijol, Noum, Fabrice Eboué, Blanche, Yacine, Dedo, tout. Ouais. Jamel Comedy Club saison 1, même 2. Après, il y a encore avec Charles Soignon qui arrive. Et après, maintenant, je consomme moins de stand-up parce que j'ai pas envie de me dire que je suis inspiré. Ça, c'est le risque. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'on se marre un peu moins maintenant. Tu vois, plus on est dans le métier, moins on se marre. Parce que. Si, parce que pas toi, il y a. D'accord avec ça, moi. Moi, je suis pas d'accord non plus. Moi, je trouve parce qu'on a les codes et donc il y a plein de blagues que tu vois venir, quoi. Et ça, c'est. Quand c'est pas très bon. Oui, voilà. Quand c'est moins bon. Oui, mais c'est ça. Parce que alors, tu sens déjà que il t'emmène sur un chemin pour tu sais déjà que c'est pas sur ce chemin-là et donc tu vois les ficelles un peu plus. Voilà. Mais justement, il y en a qui arrivent à. Ah oui, non, mais quand ils me font bien rire, je prends. Et je suis très fan. Quand on joue dans des comédie clubs, il y a encore plein de gens pas connus ou quoi qui me font rire. Où je dis putain, c'est vraiment bien, bravo pour ce que tu fais. Mais c'est vrai que les artistes connus, j'ai tendance à pas trop aller voir. Voilà. Et est-ce que vous avez fait de la scène à l'adolescence, du théâtre, de l'improvisation, de la musique, de la danse? Est-ce que déjà à l'adolescence, ça vous a attiré? Ouais. Moi, j'ai fait de la danse. On m'a inscrit pour me faire maigrir. Et c'est tellement vrai. Et donc, imagine, quoi, en ballerine. Ah, mon Dieu, mais quel enfer. Mais j'adorais le spectacle. J'en parlais d'ailleurs de ça dans mon premier spectacle. Et la toute première fois que j'ai fait du théâtre, c'était
Je pense que c'était en première primaire. J'avais des problèmes de lecture et une des professeurs, en fait, a proposé à l'école de prendre tous les élèves qui avaient des problèmes de lecture et de lire une petite pièce de théâtre. Je me souviens, ça s'appelait Les Rondes Serviettes. Et elle avait dit, voilà, moi je veux prendre les gamins, je sais pas combien de temps elle nous voyait. Et en gros, elle nous faisait lire, elle nous faisait apprendre le texte. Et puis après, on a présenté la pièce. Et c'était justement pour nous aider dans ce travail de lecture. Je m'en souviendrai toujours, c'était Madame Anne-Marie qui est toujours dans cette école. Et à chaque fois que je la vois, je lui dis, c'est grâce à vous, vous m'avez donné le goût de la lecture et de la scène et du théâtre. Voilà. Puis après, j'ai tout arrêté. Et j'ai commencé hyper tard. On y reviendra. Tu as commencé à quelle heure, toi? À quel âge, d'ailleurs, toi? À quelle année? Moi, je commençais quand j'avais 25 ans. Ah ouais, comme moi, 2011? Oui. Ah bah, comme moi, c'est incroyable. Ok. On a la même année. Alors moi, j'ai pas fait de scène de théâtre ni de danse dans l'adolescence. Par contre, j'adorais les fancifères en primaire. J'étais déjà le petit clown, la petite star on faisait de la danse surtout, mais je me souviens, on faisait les Backstreet Boys, j'étais un peu le leader du groupe, alors qu'il n'y a pas de noir dans ce groupe, mais j'étais très fan. Sinon, j'ai commencé après, j'ai fait un peu de danse, j'ai fait un peu de salsa, mais qui n'avait rien à voir. Et à l'UNIF, on avait un spectacle de fin d'année pour le Télévis. Donc au FUCAM, on faisait chaque année un spectacle pour le Télévis, et j'ai commencé en première par de la danse, et ensuite, j'ai commencé à faire des petits sketchs et à animer le spectacle Télévis. Donc j'ai commencé MC avant d'être humoriste. Ok. Et donc c'est vrai que là, ça m'a quand même vachement donné l'envie de faire ça. Mais c'est vrai que c'était un peu tard, quoi. C'était à partir de 19-20 ans. Hein. Tu vois, tu as commencé au Télévis, tu finiras au Télévis en faisant une émission. Peut-être. Il n'y a pas de hasard. Peut-être le groupe RTL. Mais vous savez le nombre de trucs où je suis passé à ça. J'ai fait casting pour Radio Contact avec Maria et Olivier. Personne l'a su parce que c'était... Et donc ils avaient bien aimé, ils voulaient me revoir. Et le gars qui devait me contacter m'a jamais contacté et on m'a jamais revu. Ok. C'est des petits trucs où t'es passé pas loin. Mais Est-ce que toi tu recontactes? Parce que des fois, oui, j'avais recontacté. Oui, bien sûr, je lâche pas. J'essaye de foncer, mais après, quand les gens ne veulent pas, t'insistes pas. Je suis pas quémandé non plus, quoi. Oui, mais après, il suffit que la bonne personne te contacte au bon moment et c'est parti. Ouais, ça. Moi, j'y crois. Moi, c'est parce que j'ai des exemples d'humoristes qui ont commencé tellement plus tard. Parce que vous dites, j'ai commencé tard, mais il y a des humoristes. Il y a un humoriste aux États-Unis, je sais plus son nom. Je pense qu'il a commencé là, il a 80 ans. Il est vieux, mais il fait des blagues sur son âge et tout. Et il cartonne. Il remplit des énormes salles, mais il a commencé il a 80 ans. Quoi. Louis de Funès a été connu hyper tard. Hein. Ouais. Et il y a un humoriste au Québec, c'est François Bellefeuille, il était veto. Il a commencé à 33 ans. Ça a cartonné en un an presque, mais parce qu'il a commencé plus tard, il avait des choses à raconter, il a trouvé le bon truc. Mais voilà, moi je me dis, c'est toujours possible. Enfin, j'espère. Ouais. Je dis ça pour m'encourager moi-même aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, niveau études, Soum, je sais que toi, tu es diplômé en sciences politiques à la FUCAM à Mons. Ouais. Tu as été diplômé en 2009. Pourquoi ce choix d'études? Alors, moi, toute ma vie, je voulais être avocat. Ok. Ça, c'était vraiment mon truc parce que tu sais, le bagou, tu vois, tout ce que j'ai raconté avant, c'est vrai. Donc, j'ai toujours bien aimé parler, faire des blagues, avoir le crachoir, faire des présentations. Et puis, plus j'avançais, plus les études en elles-mêmes de droit me semblaient un peu rébarbatives et trop similaires. Genre, il faut apprendre par cœur. Et ça m'embêtait un peu. Et je jouais au foot, moi, à l'époque. Et il y avait un de mes coéquipiers qui était déjà à l'UNIF et qui faisait Sciences Po et qui me disait, bah tiens, en Sciences Po, ce qui est bien, c'est que, parce que moi j'aime les langues aussi, il nous dit, t'as des langues, t'as du droit, t'as un peu de tout. Mais sinon, jusqu'à 17 ans et demi, jamais je savais que j'allais faire Sciences Po, en fait. Okay. Parce que c'est pas que la politique m'intéressait plus que ça, mais c'est des études qui reprenaient un peu tout ce que j'aimais. Donc le droit, les langues, la culture générale, et voilà pourquoi je me suis lancé en Sciences Po en 2004. Alors, Carole, de son côté, j'ai moins d'infos niveau études. Mais je sais, et là, tu vas me remettre les informations que j'ai dans l'ordre, parce que j'ai plein d'infos, mais je ne sais pas bien la chronologie. Alors, je sais que tu as travaillé dans un salon de toilettage, Canin, que tu as fait du théâtre à la Klein Academy de Bruxelles, qui est une école de création théâtrale, que tu as fait du théâtre et de l'improvisation d'abord en amateur, au centre culturel de Wans avec les Rhinos. Tout ça, c'est un peu en même temps. Ok. Je vais dévoiler beaucoup de mon spectacle. Donc, je ne savais pas quoi faire quand j'ai fini mes secondaires et je ne savais tellement pas quoi faire que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait plus ou moins une semaine un site maternel, une semaine un site primaire. Voilà, j'ai tout arrêté. Et donc, c'est ma famille qui s'est réunie
et qui a décidé de ce que j'allais faire. Et donc, ils se sont dit, Carole, elle aime bien quoi elle aime bien les chiens, elle aime bien la coiffure. Parfaite, elle va faire toilettage pour chiens. C'est énorme. Voilà, ils avaient beaucoup d'ambition pour moi. Et donc, je suis partie dans une école privée à Charleroi. Donc, je partais une fois par semaine avec 4 chiens dans la voiture que j'allais chercher un peu à gauche, à droite pour apprendre le métier. Et je suis devenue indépendante. J'ai travaillé dans une sandwicherie aussi. Je travaillais chez Léonidas aussi comme étudiante et puis un peu après aussi comme salariée. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et puis la Klein, oui, j'ai fait 1 an à la Klein de 2012 en 2012, plus ou moins 2011-2012. Ça coûtait très cher et j'ai pas hyper accroché. Je sais que j'ai appris quelque chose là-bas, mais je ne sais pas quoi. C'est une phrase que je pique de Patrick Spadry, qui est un improvisateur qui a fait la Klein aussi et qui dit toujours « Je sais que j'ai appris quelque chose là-bas, mais je ne sais pas quoi ». Et en fait, voilà, il y a eu un événement dans ma vie, mais ça, je ne le dirai pas parce qu'il faut vraiment venir voir le spectacle, qui fait qu'un jour, je me suis dit et si j'arrêtais tout, si j'arrêtais d'être indépendante, j'arrête le toilettage pour chien et si je devenais comédienne. Et voilà, je l'ai fait. C'est en faisant de l'impro, je pense, que tu as rencontré Enzo Burgio. C'est ça. Donc, je faisais de l'impro amateur dans une troupe, les Rhinos à Wanze, que j'embrasse d'ailleurs parce que je les aime de tout mon cœur. On s'entend toujours très très bien et on se voit régulièrement. Et là, j'ai eu un coach, donc Enzo, qui est humoriste et comédien liégeois. Et on s'est bien entendu. En fait, lui, il avait écrit une pièce. Tu m'as promis. C'est ça. Et du coup, il m'a proposé de jouer cette pièce avec lui. Ce qu'on a fait, on a joué un peu. Et puis finalement, on s'est dit, tiens, si on écrivait une pièce tous les deux. La faute à qui ? C'est ça, exactement. On a écrit une pièce et on a tourné pas mal avec cette pièce. C'était vraiment très chouette. Et puis voilà, un jour, je me suis dit, et si je me lançais seule ? Et donc, comment tu t'es lancée je me suis dit je vais écrire parce qu'en fait j'avais beaucoup de demandes de gens me demandaient pour que je sois seule sur scène et que je fasse quelque chose, donc j'avais un peu cette pression de me dire ok, il faut que je fasse un truc, donc j'ai écrit un spectacle dont tu as trouvé l'affiche, qui s'appelle Fais-moi confiance. Récit d'une belle-mère. Et en fait, c'est entre guillemets la genèse de mon spectacle One Belle-Mère Show. C'est un spectacle que j'ai écrit et que j'ai dû jouer 3 fois, je pense, Fais-moi confiance. Sur mes recherches, 5, mais... 5 ? Ah bah tu vois, voilà. J'ai dû en oublier 2 tellement que j'ai détesté. Ok. Mais t'as essayé un spectacle directement, toute seule, l'entièreté, pour la première fois que tu faisais de la scène seule, quoi. Exactement. Ce qui est complètement fou. Et on n'était pas du tout dans un spectacle de stand-up, on était vraiment dans un seul en scène où j'étais en fait dans la salle d'attente d'un hôpital où je venais de conduire l'enfant de mon compagnon parce qu'il s'était étouffé avec une petite roue, et donc le public il y avait un problème entre le 4e mur, est-ce que le public est avec moi, pas avec moi, et j'étais pas du tout à l'aise dans ce spectacle. Et donc je me souviens, Eric Marquis me téléphone pour me dire voilà, je veux prendre le spectacle à la Comédie en Île, et c'était Mathieu Debatty qui l'avait mis en scène. Sans toucher à rien du tout. Et puis Mathieu m'a appelé, il m'a dit voilà, faut qu'on retravaille un peu parce que tu vas jouer à la Comédie en Île. Et j'ai dit non, je veux plus jouer ce spectacle. Et il m'a dit Carole, c'est dans 1 mois et demi, là tu peux pas. Et j'ai dit non. Et donc en 1 mois et demi, on a réécrit un nouveau spectacle avec Mathieu, du début à la fin. Ça n'avait absolument plus rien à voir avec Fais-moi confiance. Spectacle qui s'appelle One Belle-Mère Show. Donc on l'a lancé sans affiche parce que je voulais plus utiliser l'affiche, rien du tout. Et je suis arrivée à la Comédie en Île après 1 mois et demi d'une réécriture de spectacle, devoir l'étudier, devoir le mettre en scène. Et ça a cartonné. Ok, waouh, trop bien. Bravo. Mathieu Debatty, qui en plus était à l'école avec toi à Sainte-Marie. Ah oui. Tout à fait. Et tu sais quoi, ce qui est dingue, j'ai réussi à le trouver, du coup, c'est qu'on ne se connaissait pas. On avait les mêmes potes, on avait des potes en commun. Et en fait, on ne se connaissait pas. Et on s'est rencontrés un jour sur un plateau. Et on s'est dit, ah, mais en fait, j'étais à Sainte-Marie. Et je dis, moi aussi. Et il me fait toujours cette blague, il me dit mais c'est normal, moi je parlais pas avec les grosses. Et je dis moi je parlais pas et je dis moi je parlais pas avec les roux, et qu'on se dit que c'est pour ça, mais c'est fou parce et là maintenant c'est un de mes meilleurs amis, je l'aime profondément et donc la vie a fait que tu vois, on s'est retrouvés plus tard et on a travaillé ensemble. Vous êtes revus au Cook's Théâtre.
Exactement, mais comment tu sais ça, toi? Il a fait recherches. C'est dingue, c'est au un Cook's métier. Théâtre, oui. Et il a joué, je l'ai vu sur scène et j'ai trouvé ce mec complètement dingue. Il a un humour hyper décalé. Il est. Là, il a repris la scène en plus et il commence un peu Ouais. à refaire du stand-up. Ouais, donc, ouais. J'ai pas encore vu son nouveau spectacle, mais Moi, j'ai vu quelques petites. Parce qu'il fait comme ça, hein. Il vient avec des blocs de 10-15 minutes et il teste comme ça d'un coup. Donc, c'est encore. Tu vois, il faut en avoir des fameuses quand même. Je me réjouis de voir aussi. Et toi, Soum, de ton côté, là, tu fêtes tous les ans ton anniversaire de scène le 22 septembre. Et tu fais de l'humour depuis 2011. Ouais. Mais je sais pas comment tu es arrivé à faire de la scène à 25 ans, ta première scène de stand-up. La première scène de stand-up, c'est mon spectacle, 22 Directement. septembre 2011. En fait, Avec le spectacle Cogito Ergo Cogito Sum. Ergo Sum, ouais, vraiment le jeu Je de mots, pense ouais. donc je suis. Voilà. En fait, comment ça s'est passé? La vraie genèse de pourquoi je me suis lancé dans l'humour, c'est que je me suis blessé au foot. Moi, je faisais du foot pendant plus de 20 ans, j'ai fait du foot. Et un jour, en juillet 2009, à l'entraînement, je me blesse à l'épaule. Au début, on croit que c'est la clavicule, puis finalement, on voit que c'est plus grave, c'est un tendon le sous-scapulaire qui s'est rompu, donc il faut que je me fasse opérer. Mais donc, je ne fais plus de foot. Donc, on est de juillet jusqu'à juillet suivant, je fais pas de foot. Donc, en janvier, je me souviens, je commence à faire de l'impro à Charleroi, chez Impro Carolo. C'était pas mal, mais en fait, j'aime bien, autant j'aime improviser sur scène, autant l'impro en soi, ça me saoulait parce qu'il y avait trop de règles, voilà, c'était pas mon truc. J'aime bien aller voir l'impro, mais en faire moi-même, je voulais pas. Après, de là, je me suis lancé dans le théâtre. J'ai trouvé des cours de théâtre à Charleroi. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être chouette. Et là, j'ai vraiment bien aimé. Je faisais des cours de théâtre au Marignan, chez Alain Lackner. On est donc la rentrée 2010. Et là, j'avais repris le foot, mais j'ai continué le théâtre. Et on jouait dans cette salle au Marignan, petite salle de 130 personnes. Et au mois de mai, on préparait le spectacle de fin d'année. C'est comme des enfants, mais voilà, pour adultes. Et j'ai dit j'ai eu une dîne, j'ai dit au directeur, je dis tiens, ça coûterait combien de louer la salle? Il me dit ça coûterait autant. Je dis tu sais quoi, j'ai envie de faire du one-man show. Est-ce que je peux louer en septembre? Ok. Et on a pris 3 dates d'un coup. Oh waouh. 135 places. Parce que moi, je suis dingue tu vois, là, à ce moment-là, j'étais hyper ambitieux. Là, tu vois, là, c'est vraiment en mode, je vais y arriver, je vais le faire. Et les 3 dates étaient remplies directement. D'ailleurs, on a remis après une 4e date en octobre. Et j'ai fait 0 plateau, 0 spectacle, rien. Ma première fois en tant qu'humoriste, c'est 3 fois mon spectacle. Oh. Du 22 au 24 septembre 2011. Et comment ça s'est passé? Super retour, super. Alors, j'oserais plus revoir le texte parce qu'il y a quand même des trucs... Quoique, tu m'as retrouvé une vidéo où je me suis dit, mais en fait, c'était bien. Oui, c'était déjà pas mal, en fait. Pour expliquer, j'avais envoyé dans la conversation qu'on a tous les trois, que j'ai commencé mes recherches et donc j'ai retrouvé une vieille vidéo de son tout premier spectacle où il danse avec le public et j'ai retrouvé l'affiche de Carole de tout à l'heure que j'ai envoyée dans la conversation aussi. Ouais, voilà. Pour leur dire, c'est sérieux, j'ai fait mes recherches, je bosse. Eh bien, sincèrement, mais d'ailleurs, tu entends dans la vidéo, les gens rigolaient. Dès le début, j'ai très vite trouvé mon public et j'ai trouvé mon style où je parle, mais s'il se passe un truc, je vais réagir. Et donc, ça, c'est toujours le cas actuellement. Et donc, je suis quand même très fier de l'avoir fait. Et puis, en fait, trop tôt, enfin, un an après, je fais On ne demande qu'à en rire. Mais c'est le un an après qui n'est pas le un an après de maintenant. De nos jours, il joue 3 fois par soir pendant, tu vois, toute la semaine. À l'époque, tu faisais un plateau. Mon premier plateau, je l'ai fait, je pense, 2 mois après avoir commencé. Je me souviens, c'était à Anderlecht, c'était le BX Stand-Up à l'époque. Abdel Amvré et tout qui m'avait invité. Et puis après, tu rejouais une fois tous les mois environ, quoi. Donc tu pouvais pas t'améliorer très vite. C'était une autre époque. Ça a l'air vieux, on a l'air des dinosaures en disant ça, mais les plateaux n'étaient pas aussi répandus que maintenant, loin de là. Ça a évolué énormément en très peu de temps, en fait. En très peu de temps, ça a évolué très vite, mais moi à l'époque. Et donc, malgré tout, un an après ma carrière, je fais On demande qu'à en rire. Et je me fais pas buzzer, je fais 2 passages pour ceux qui se rappellent de l'émission. Si t'étais buzzé, t'étais éliminé. Et moi, je fais 2 passages sans être buzzé. Mais donc, le premier passage, je fais 59 sur 100, il fallait 60. Donc là, je reviens au repêchage, au direct. Et au direct, c'est le téléspectateur qui votait. Et tu devais avoir 12 et j'ai eu 11. Je me suis dit, moi, ma vie, dans le métier, je vous dis, ça passe toujours à des petits trucs de ma vie peut changer. Et ça change pas. Et donc, des fois, je me dis, voilà, faut se faire à l'idée. Le destin fait que tu dois continuer à avoir une petite vie sympa, mais pas cartonner. Tu vois, je suis sûr à ça d'avoir un truc génial. Après, c'est pas ça. C'est pas parce que si j'avais fait un 3e passage que j'aurais réussi, mais
peut-être que ça aurait changé un peu. Mais donc, vous avez vraiment tous les deux commencé de la même façon, sans trop... Sans faire de plateau. Sans faire de plateau, directement, on arrive avec un spectacle, on joue 1 heure de spectacle au moins, 1 heure, 1 heure et demie. C'est ça. Et moi, j'ai commencé les plateaux très très tard. Et pour l'anecdote, le premier plateau que j'ai fait où j'étais hyper stressée, je me souviens, parce que je savais pas comment j'allais sortir en 15 minutes de mon spectacle, c'était chez toi. C'est vrai ? Le tout premier plateau, c'était au Mercredi du Rire. Je pense qu'on devait être en presque en 2018. Et c'était la première fois que je faisais un plateau. C'était au Mercredi du Rire. Ah, trop fort. Et pourtant, j'ai des souvenirs que c'était directement bien, quoi. Ouais, Après, t'avais déjà ton spectacle, donc t'avais déjà joué le spectacle. C'est pas la même chose de jouer un spectacle et de faire un plateau stand-up, quoi. Je trouve que c'est un autre exercice, donc voilà. Comment vous décririez vos débuts dans l'humour, les premiers spectacles, les premières scènes? Comment ça se passe au début? Est-ce que c'est facile? On vous contacte facilement? Vous avez du mal à trouver les lieux? Comment ça se passe, genre la première année? En fait, c'était relativement facile par rapport à ce que je voulais faire au départ. J'avais pas la grosse ambition. Donc, oui, tu loues le Marignan, tu reloues le Marignan une autre fois. Puis j'avais été à l'Arcobaleno à Mons. Festival Manteau du Rire. Moi, c'est là que je t'ai rencontré à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc, ça va. En fait, c'était pas compliqué dans le sens où j'avais pas trop d'ambition vu que j'étais pas connu. Et donc, c'était plus ou moins sympa. Et puis, tu prenais... Là, c'était vraiment là, tu prends ce qui vient et t'es content. Peut-être que si j'ai retrouvé cette insouciance de l'époque, je serais content de la carrière que j'ai. Tu vois, si j'ai retrouvé ce côté-là. Et ce que je n'ai plus, évidemment, parce que, heureusement, en même temps, je vais pas non plus être tout le temps content. Oh, super, on m'a appelé un plateau pour prendre 20 balles. Je veux pas que je sois content tout le temps, toute ma vie avec ça. Mais voilà, moi, je trouve... Voilà, les premières, c'était pas compliqué dans le sens où j'avais pas les mêmes ambitions. Mais c'est marrant de remonter dans ton Facebook parce que je me rappelle, il y a un mois où tu notais « Trop bien ce mois-ci, je joue beaucoup » et tu sais, tu dois cliquer pour faire ouvrir pour voir plus et je vois, il y a 4 dates, ce qui est trop marrant pour nous parce que maintenant, 4 dates, c'est une semaine. Ouais, même calme. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était à l'époque. Et toi, Carole? Moi, j'ai toujours été contente. Enfin, la première année... Alors, je vais parler de la première année quand j'ai joué seule pour mon spectacle. À partir de One Belmer Show. À partir de One Belmer Show. Disons que c'était un sujet qui n'avait pas encore vraiment été vu dans le milieu de l'humour, les familles recomposées, la belle-mère. Donc, moi, il y a eu vraiment de l'intérêt pour ce spectacle. Donc, j'ai eu la chance d'avoir, je trouve, j'ai quand même bien tourné, j'ai quand même bien joué. Et puis, j'ai eu beaucoup de dates. Et comme tout le monde, on a eu le Covid qui est arrivé. Et toutes mes dates, je les ai toutes perdues. Et ça a été vraiment un coup dur. Parce que quand ils ont réouvert, ils ont forcément pris les gens plus connus. Et ils ont gardé les dates, tu vois, des gens plus connus où ils les ont remis. Ouais. Et donc, je pense que le Covid a un peu niqué ce début de spectacle qui aurait vraiment pu être prometteur parce que j'étais très contente de comment ça commençait. Ouais, moi, j'ai vu que tu jouais déjà dès le début les spectacles complets dans plein d'endroits. Ouais, j'étais très contente. Mais c'était très identifiable aussi comme sujet. Du coup, je pense que c'est très clair pour le public de qu'est-ce qu'on va voir aussi, ce qui est un point fort par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, c'était dès le début. Tu vois, je voyais pas les plateaux et j'étais là. Mais elle fait pas de plateau, ce que je trouvais incroyable, mais c'est une autre époque aussi et une autre façon de commencer, plus approche théâtrale que stand-up, quoi. Et en parallèle, tu étais aussi membre de la Ligue professionnelle d'impro belge au Marny pendant plusieurs années. Toujours maintenant. Oui. Je savais pas que tu jouais encore. Je t'ai vu présenter souvent, mais voilà. C'est ça, je joue plus. Parce que j'ai un peu fait le tour de l'impro et que je préfère l'impro spectacle à l'impro match, ce qui est un peu différent. Et donc en fait, ils cherchaient des MC et moi, j'aime quand même toujours le milieu de l'improvisation et j'ai beaucoup d'intérêt pour la ligue belge d'impro et donc je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien faire MC, il vous en faut et comme ça, je reste quand même un peu dans le truc, mais l'improvisation, là, j'ai mis un peu de côté. Et t'étais quel type de joueuse ? C'était beaucoup dans les blagues? Non, je suis plutôt dans la construction. Moi, j'étais pas comme on appelle ça, la fille qui amène les punchlines. Non, j'étais plus dans la construction de l'histoire, dans le développement. Que voilà, j'étais pas l'attaquante, quoi. J'étais celle qui développe le jeu, quoi. Soum, je vais poser la question, mais je pense que je sais, quand t'as fait un peu d'impro, t'étais plus dans la blague ou plus dans la construction?
Non, justement, comme je pense que j'étais peut-être trop dans la blague et pas assez dans la construction. C'est pour ça que j'ai pas fait ça très longtemps, parce que justement c'est ce qui m'intéressait, moi, de faire des blagues et pas avoir des règles et de dire oui tout le temps. Enfin voilà. Mais par contre, tu sais, ma compagne fait de l'impro et j'adore aller la voir. Je trouve ça génial comme exercice, mais j'aime bien me dire ok, ça c'est pas pour moi. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans leur discipline, qui la fassent. Moi je vais les voir, je rigole et voilà. Alors, vous avez tous les deux fait pas mal de concours d'humour. Soum, tu as participé à ton premier concours, c'était le 19 avril 2013 à Bierge. Ouais. Tu as reçu le prix du public. Ouais. Ensuite, tu as participé à plein de festivals, Rochefort, Herve, Grand Rocher, Bastogne, Ville-Dieu du Temple, et j'en passe, il y en a eu plein. Carole, tu as participé au tremplin de Rochefort, au festival de Herve, au festival du rire de Houpeille, au Vendange de l'humour à Masson, au festival de Herve, au festival du rire de Liège. Ouais, que j'ai gagné, le festival du rire de Liège, en effet. C'est quoi votre point de vue sur les concours d'humour ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'était un passage obligé ? Est-ce que c'est un passage positif ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors moi, je suis partagée avec les concours d'humour. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal, en général, à ce qu'on note l'art, quel qu'il soit. C'est complètement... ce qui te fait rire n'est pas forcément ce qu'une autre personne, tu vois. Et donc, j'ai du mal avec le fait qu'on dise « Ah ben lui, c'est bien, il peut gagner. » Et lui, à côté, « Ah ben non, ça, c'est pas bien. » Mais qui dit que c'est pas bien, en fait ? Donc, j'ai envie c'est peut-être un monde un peu bisounours où j'ai envie que tout le monde puisse réussir. Tout le monde a le droit à s'essayer. Je trouve que c'est très dur en tant qu'humoriste quand on est confronté à devoir être en compétition avec les autres avec qui on s'entend bien. Ça met un stress, ça met quelque chose de... Donc je suis vraiment partagée parce que effectivement aussi, oui, c'est un tremplin pour beaucoup de choses. Ça nous fait rencontrer des gens, ça nous fait voyager parfois. Donc il y a du pour et il y a du contre. On a compris que j'étais partagée par rapport. Oui, c'est ça. Il y a du pour et du contre. Et toi, Soum, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je pense qu'à l'époque, c'était presque une étape obligatoire. Oui. Au départ, il y avait que ça. Il y avait que ça. C'était une façon de faire des 10 minutes quelque part. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus besoin, mais qu'il y a quand même des concours chouettes qui permettent aux artistes, comme disait Carole, de voyager. Il y a des concours chouettes comme à Liège ou bien même chez Guillaume. C'est mieux organisé qu'avant. Oui. Namur et Sojo, hyper bien organisé. Hyper bien organisé et qui te donne des chouettes prix, des chouettes lots. Et le festival, par exemple, à Marcinelle, où tu vas juste après l'enregistrement, par exemple, là, tu joues devant un public. Oui. Donc, dans le pire des cas, tu joues devant un public. Mais tu c'est fais ça. une scène super chouette avec un public qui vient te voir. Et moi, il y a des gens qui sont venus à ce concours-là, qui sont venus voir un spectacle après. Mais avant, tu jouais devant, par exemple, Bierge. Tu jouais dans une énorme salle avec un jury sur une table. C'était 6 personnes qui étaient à 10 mètres de toi, qui disaient rien, qui disaient suivant. Mais ça, c'était le casting. Ouais, c'était le casting pour être pris. Quel enfer. 6 personnes âgées qui te regardent à 20 mètres de toi et qui te disent suivant. Et là, il faut revenir. Ah, là, t'as raison. Et là, on met le point sur un truc. C'est que moi, quand j'organise le festival, je veux que dans mon jury, il y ait des spécialistes de l'humour qui soit sont montés sur scène, soit vraiment connaissent, soit produisent, et donc ils sont vraiment, parce que des fois il y a des festivals comme à Bierge où des gens, tu sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils ont strictement rien fait par rapport au milieu, mais se permettent c'est les sponsors, et donc il y en a un, c'est la boulangerie. Oui, mais c'est pas logique. Il y a que dans notre métier, tu vois, tu vas pas en détection foot avec quelqu'un qui s'y connaît pas en foot, tu vois, et donc là parfois, donc c'est pour ça que moi par exemple dans mon festival, j'ai eu Jérôme de Roarzé, j'ai eu Marie Iker qui produit Grand Cactus et 8-9. Sarah Vanel. Ouais, Sarah Vanel. Cette année, j'ai la directrice du centre culturel d'Oderghem. Enfin, tu vois, je veux des gens du métier, quoi, qui, même s'ils sont pas spécialement montés sur scène, en font leur métier, donc ils savent ce que c'est un artiste qui est bon, qui est drôle, qui a de la technique, qui a pas. Donc, je pense que, ouais, les festivals, c'est bien, les concours, c'est bien, mais essayer de ramener des gens qui s'y connaissent, quoi. Et Soum, toi, tu as joué ton deuxième spectacle qui s'appelait Plus belge la vie, de mai 2014 à septembre 2017. Oui. Alors... T'en as fait des jeux de mots, toi, dans tes... Et moi, j'aime bien que de spectacle en spectacle, et de plus en plus bien habillé. Premier spectacle, c'est t-shirt. Deuxième spectacle, petit veston. Troisième spectacle, la veste. Quatrième spectacle, costume complet. Et ça, c'est dingue, parce que les gens ne le voient pas, mais Soum, il est là. Il est hyper classe, déjà, mais c'est toujours celui sur scène qui a le plus classe. Il a toujours la veste et les pompes. T'as combien de paires de pompes, toi ? Oh, j'en ai... Je sais pas.
une soixantaine, je pense. C'est encore là à cause de la grève de la poste, j'ai encore une paire de chaussures qui restait bloquée. Moi, je pense prochain spectacle, c'est veste paillettes. C'est en mode Claude François pour le prochain. Non, après, c'est vrai que je pense que l'image c'est quand même sympa, c'est quand même important ce que tu renvoies sur scène. Donc, comme je dis toujours, enfin ça c'était une de mes blagues précédentes, je dis au moins même si j'étais pas drôle, il faudrait dire que j'étais bien habillé. Tu vois, donc déjà ça t'as déjà gagné ça. Et je pense, avec le recul, que j'ai raté des trucs parce que j'étais pas spécialement bien habillé sur scène. Je te jure que c'est hyper important. Et je revois des trucs où je dis mais putain, mais pourquoi j'étais habillé comme ça? C'est horrible. Surtout quand tu fais des concours ou bien quand il y a des gens qui doivent te juger, ils te jugent aussi sur ton image, en plus encore parfois que sur ce que tu racontes. Et je pense que parfois j'ai raté des trucs. Alors c'est pas pour ça que j'ai plus de trucs maintenant parce que je m'habille mieux, mais en tout cas, ouais, le style est là. C'est vrai que j'aime bien. Toi, tu n'es donc pas d'accord avec la phrase qui dit la vie ne fait pas le moine, quoi. Oh non, pas du tout. Non, moi je trouve que, tu sais, j'ai déjà fait l'expérience, c'est-à-dire que même dans la vraie vie, dans la rue, je vais aller au magasin en training casquette, je vais refaire la même chose, je vais être en costard, les gens me regardent différemment. Tu le sens dans le regard des gens, dans tout, c'est sûr les amis. Et parfois, on parle de la discrimination raciale, mais la discrimination sociale, elle est parfois encore plus importante, beaucoup plus importante. Et le côté social passe par les apparats. Tu vois, tu vas être classe, habillé, t'arrives avec une belle voiture. Ce côté-là, directement, ça t'ouvre des portes différentes. C'est détestable. J'aime pas spécialement ce monde, mais ça en fait partie. Et donc, je sais que il faut ça, un peu comme quand tu vas à un date, tu vas pas t'habiller avec un truc troué ou quoi. Mais nous, quand on est sur scène, on est toujours à un date. Un jour, j'organise le concours. Il y a un petit jeune, je donne pas son nom. Il est là, il a des chaussures toutes dégueulasses. Tu vas monter sur scène avec ça? Il me dit, bah ouais. Je dis, quoi, c'est dans ton personnage? Tu veux faire une blague ou quoi? Il dit, non, pas du tout. Je dis, mais mec, tu peux pas monter sur scène comme ça. Et donc, je lui ai passé mes chaussures parce que je voulais pas. Et il m'a remercié, mais tu dois au minimum, enfin, tu vois, sinon les gens vont voir que ça. Ils vont voir, mais le mec, il monte sur scène avec des chaussures dégueulasses comme s'il venait de faire son jardin. On revient sur Soum qui est gentil, qui va quand même passer ses pompes. Mais oui, moi, je ne pouvais pas le laisser monter sur scène. Et avec ça, je me dis, non, mec, il faut. Un jour, à InnoJP, même chose, lui, on enregistre. Là, j'étais chaud, putain, là, la poisse. Je suis chauffeur de salle pour une émission avec Kian Kojandi. C'était comment ça s'appelait encore Derrière un micro. Derrière un micro. JP. JP, lui, il est dans l'émission. Moi, on m'appelle comme chauffeur de salle. Peu importe. Et JP a des chaussures moyennes, tout ça. Je lui ai passé mes Jordan. Et comme ça, lui, il était dans l'émission avec des Jordan classe. Parce que là aussi, putain, mec, il y a Canal+. Putain, ouais, fais-toi bien, quoi. Et donc, il avait encore des chaussures moyennes comme ça. Et je lui ai dit, tiens, on prend mes pompes. Et il est monté avec mes Jordan pour cette émission. Alors que moi, j'étais pas calculé pour l'émission. Donc, on pourrait croire, tu sais, je suis jaloux et je dis, ah, tant mieux pour toi. Non, je voulais que malgré tout, même si moi, on m'avait pas calculé, c'est pas grave. C'est un pote, en plus, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je lui ai prêté mes pompes à JP pour que, pour cette émission Canal+, il soit un minimum classe. Parce que, ouais, l'image, c'est quand même vachement important. Mais dans ton premier spectacle, dans le spectacle, il est Plus belge la vie, de quoi tu parlais? Plus belge la vie. Alors, à ce moment-là, je parle de la naissance de mon premier fils. Ouais, parce que donc on est en 2014, mon fils était né en 2013, donc je parle de l'accouchement, de la naissance. Je parlais. Franchement, je sais même plus, parce ce spectacle-là, je l'ai un peu occulté. C'était bien, c'était pas mal, mais c'était pas ouf. Donc, je me souviens notamment de la naissance et de l'accouchement, c'est ce dont je parlais. Mais après, je sais même plus de quoi je parlais. Et dans le troisième spectacle, cette fois-ci, c'était Il était temps, que tu as joué jusque début 2024. Ouais. Cette fois-ci, je pense que tu parles plus de garde alternée. Oui, c'est ça, oui, je parle de la... en fait, quand je change de vie, notamment je change de femme, je change de spectacle. Et donc, le troisième spectacle, là, je commençais à parler du... Enfin, pas tout de suite, parce que mon spectacle évolue vraiment avec ma vie. Et je parlais de la séparation, puis du mariage, parce que je me suis marié, puis j'ai eu un deuxième enfant. Donc, parce que spectacle vivant, moi, c'est vraiment ça. Spectacle vivant, je rajoute des choses. Là, t'as fait ma première partie il y a 1 an, je sais plus quand. Il y a des choses que t'as pas vues dans la version actuelle, parce que je suis allé à New York, j'ai rajouté des anecdotes. Et donc, dans le troisième, oui, je parlais de la séparation, puis après que je me suis marié, puis que j'ai eu un deuxième enfant, et puis finalement que j'ai encore divorcé. Et donc, j'aime bien faire évoluer le spectacle par rapport à ce qui se passe dans ma vie. C'est vraiment du stand-up, c'est vraiment la vraie vie. Alors que c'est pour ça qu'à un moment donné, je peux plus parler de certaines choses, parce que ça correspond plus à ce que je vis sur le moment, quoi. Et toi, Carole, tu as joué ton spectacle donc One Belle-Mère Show jusque fin 2022. Un petit peu après le Covid, tu as continué un petit peu à le faire? Oui, j'ai fait la dernière au festival Namur Is a Joke. Okay. Voilà, j'avais dit c'est la dernière. J'avais plus envie de le jouer. Okay. Et toutes les dates que j'avais perdues m'avaient un peu... miné. Ouais. Mais j'allais justement vous demander un petit peu comment on sait que c'est la fin d'un spectacle, comment on sait on doit passer à autre chose. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est un stress de... il faut commencer quelque chose de nouveau, il faut repartir à zéro. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est enthousiasmant? Comment vous vivez un peu le passage de fin d'un spectacle à un nouveau?
Alors, moi, je pense que déjà, la fin d'un spectacle, c'est parce que tu n'en peux plus de raconter la même chose. Il y a des choses que tu n'en peux plus de les raconter, tu n'y crois plus. Il y a des fois où tu montes en mode automatique et tu ne crois plus à ce que tu racontes. Il y a des fois où je suis monté où je ne savais même pas ce que je venais de raconter. Je sais que les gens ont rigolé, mais moi, je suis juste en train de penser à la vanne suivante. Et je vis plus la vanne. Et quand j'arrive à ce moment-là, c'est mort. Faut que j'arrête. Faut que je passe à autre chose. Et par contre, c'est hyper excitant. Le nouveau spectacle. Passer au nouveau spectacle, c'est limite la meilleure partie parce que toi-même, tu sais pas, tu vas te surprendre au rire des gens. Tu penses que c'est drôle, mais t'es pas sûr. Et donc, je sais pas toi, mais moi j'adore. Pas du tout, moi. Non? Ah, t'as dit ça, moi j'adore. J'étais là, pour moi, c'est de la science-fiction ce que tu me racontes. Moi, je suis déjà stressé pour le deuxième spectacle. Moi, j'adore, les gars, c'est à ce moment-là. En fait, parce que tout le reste du temps, c'est acquis, donc j'ai même plus de surprise, je sais que ça va marcher. Mais du coup, toi, tu n'as pas cette peur de ne plus trouver quelque chose à raconter, des choses à dire et des blagues à faire. Après celui-ci, peut-être. Après celui-ci, je sais pas trop ce que je vais pouvoir raconter parce que j'ai l'impression d'avoir tout dit. C'est pour ça que ce sera peut-être la fin de la carrière One Man comme elle est actuellement. Mais non, jusque-là, quand je commence un nouveau spectacle, c'est là où enfin je m'amuse. Parce qu'en fait, la fin du dernier, je m'amuse plus. Okay. Ça se voit pas sur scène parce que je joue le comédien, mais je m'amuse plus parce que tu sais que ça va marcher. C'est triste à dire. Enfin, ça a l'air bizarre comme ça. Mais une fois que tu sais que ça va marcher, tandis que des fois, tu arrives dans un endroit où tu sais pas, les gens ne te connaissent pas bien. Ici, là, bientôt, je vais jouer à Rouvroy. Alors, tu vois, je me dis que là, c'est pas peut-être mon style d'humour. Et donc là, il y a un challenge. Et là, tu t'amuses. Tu t'amuses en disant, waouh, ils vont rigoler. Mais une fois que c'est trop acquis, que tu dis, ouais. C'est pour ça qu'il y a des artistes. Alors là, à un autre niveau, mais un Gad Elmaleh, à un moment donné, il a arrêté en français parce qu'il s'amusait plus. Il est parti en anglais aux États-Unis pour se mettre un challenge parce qu'il savait que quoi qu'il fasse en français, il montait et les gens rigolaient. Bon, moi je suis pas au niveau de Gad et j'y arriverai jamais, c'est pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire, la comparaison, c'est à un moment donné quand tu t'amuses plus, quand il y a plus de surprise, faut passer à autre chose, quoi. Ok. Et toi, Carole, comment tu l'as vécu, toi ? Moi, je l'ai vraiment vécu comme la fin d'une histoire, mais même d'une histoire d'une partie de ma vie, où je me suis dit, voilà, j'ai raconté quelque chose, c'était quelque chose que je vivais, que je ne vis plus. Et donc, le fait de continuer à en parler, voilà, il fallait que ça s'arrête. Donc moi, j'ai eu un soulagement de me dire c'est fini parce qu'on m'a redemandé encore pour le faire et vraiment j'ai dit non, je veux plus. Je me suis vraiment écoutée par rapport à ça et pas écouté le côté financier. Et j'avais commencé à écrire beaucoup de choses et à chaque fois ça ne me plaisait pas et donc je me suis dit c'est pas grave s'il y a rien et du coup il y a d'autres choses qui sont arrivées, il y a le cinéma, la série, des choses me sont tombées dessus inattendues. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a dit maintenant, il est temps. Et moi, l'écriture, alors malgré que c'était un bonheur de travailler avec Lorenzo et Adèle, moi, c'est vraiment une souffrance d'écrire. J'en suis même parfois malade parce que je vais vraiment chercher dans mes tripes des choses. Et donc, c'est très dur pour moi, l'écriture, quoi. Okay. Déjà, le premier spectacle, ça a été dur. Pour le premier spectacle, je me suis quand même retrouvée une fois à l'hosto, où on m'avait... donc on m'a appelé, j'étais à côté de Manon Le Pomme, je me souviens, on m'a appelé pour me dire vous êtes en train de faire un infarctus, venez tout de suite à l'hôpital. Et il s'avère, après 2 heures d'examen, de machin, où on m'a dit mais là maintenant vous faites une embolie pulmonaire. J'étais waouh, putain, mais what the fuck, quoi. Wow. Et en fait, le médecin est rentré après 2 heures dans la chambre et il m'a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis je suis comédienne. Il m'a dit c'est ça, vous êtes une excellente comédienne, vous venez de faire une crise d'angoisse. Et du coup, j'ai fait une vraie crise d'angoisse. Je savais pas ce que c'était, mais le spectacle, voilà. Et là, pour ce spectacle-ci, j'en ai refait une. Oh, wow. J'ai dû téléphoner à mon médecin traitant, lui disant écoute, je sais pas ce qui se passe. J'étais dans ma douche, je commençais à avoir tout noir et tout ça. Je me sens vraiment pas bien. Mes jambes sont rouges, j'ai mal dans le bras. Elle me dit ok, viens tout de suite. Et donc je suis arrivée et pareil, elle m'a dit tu fais une crise d'angoisse. Et j'ai dit c'est 2e spectacle, 2e crise d'angoisse. Là, pour le 3e, prévoit déjà une équipe médicale. donc moi, c'est ouais, vraiment écrire, c'est intense pour moi. Ok, je pensais que j'étais stressé, mais en fait, ça va. Ouais, non. Mais moi, je suis dans ta team. Moi, la première du spectacle, j'ai retrouvé les stress de la première scène, quoi. Ah. Et maintenant, si je pense à un deuxième, je peux me faire une petite crise de panique, peut-être pas à aller à l'hôpital, mais vraiment en mode un moment d'anxiété, quoi, à me dire, mais je sais pas, moi, j'ai plus rien là. J'ai l'impression que j'ai tout donné. Après, potentiellement, je trouverai quelque chose, on a toujours des choses à dire et tout ça. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que tout ce que j'ai, tout ce que je suis est dans le spectacle. Et que si je dois penser à un deuxième, je fais, j'ai plus rien.
Donc j'espère qu'il va marcher celui-ci parce qu'après, j'ai plus rien. Mais c'est pour ça qu'il faut vivre des choses. C'est pour ça que Oui. là où le stand-up est bon, c'est quand tu vis des choses. Donc tu vas peut-être faire des voyages, tu vas peut-être faire des rencontres. Et en effet, si tu vis tous les jours la même chose, t'auras plus rien à raconter. Ça, c'est vrai. C'est le pur même du stand-up. Ou alors tu vas changer un truc et tu vas plus voir ce qui t'entoure et parler d'autres choses. Mais si tu veux parler de ce qui t'arrive à toi, il faut faire des choses. C'est pour ça que moi, j'ai eu, malgré tout, la chance, naissance, séparation, divorce, mariage. Non, mais c'est fou, mais je l'ai pas fait exprès. De divorcer. Je l'ai pas fait exprès, mais ça permet de, tu vis des choses, puis de voyager, rencontrer des gens, faire des projets, tu sais, télé, radio, série, tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui, et donc je pense que plus tu vas faire des choses, plus tu vas vivre des choses, peut-être un jour changer de job, faire des scènes qui vont mal ou bien se passer, peu importe, il y a des... T'inquiète pas, tu vas trouver. Déjà, rien qu'à travers le podcast, ici, tu as sûrement des centaines d'anecdotes à raconter. Il y a des trucs à raconter. Ouais, t'inquiète pas. Mais c'est pour dire que je suis plus de la type Carole. Ouais, mais moi, je suis pas. Le nouveau spectacle m'excite pas, tu vois. Je me dis. Moi, je suis stressé avec rien. Vous avez vu, vous me connaissez. C'est ça le problème, c'est que moi, je suis stressé de rien, pas très souvent. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis gros, parce que j'ai aucun nerf dans mon corps. Tu vois, il n'y a rien qui me fatigue, il n'y a rien qui me stimule, qui me dit oh putain, là je suis stressé, là je suis en train de perdre 5 kilos. Jamais. Moi je stresse, je mange éventuellement, mais je stresse pas avec en mode oh putain, waouh, ça se voit que t'es stressé, t'as perdu du poids. Non, vraiment, ça se voit que je stresse pas. Alors, vous avez tous les deux animé des plateaux d'humour. Carole, tu as le plateau du What the Fun au Sofloti depuis juin 2019. Il y avait une petite pause, là, ça a repris. Ça a repris pour 3 dates. Hein. Ok. Oui. On refait 3 dates, voilà. Et toi, est-ce que tu aimes ce rôle de MC, de présentatrice ? Alors oui. En fait, ce que j'aime, c'est, en tout cas pour le plateau que j'anime à Oui, j'aime amener de la culture dans ma ville. J'aime que les gens puissent, pour un prix globalement raisonnable, on est sur 20 €, ils découvrent 6 artistes qui ont pour la plupart tous des spectacles. Et en plus, ce que les Bruxellois parfois ont du mal à se déplacer, mais pas les Liégeois. Les Liégeois, ils se déplacent et ils vont à Bruxelles voir des spectacles. Et donc, à la base, c'est vraiment pour ça. C'était pour amener de la culture dans ma ville, pour que les gens ne se disent pas que l'humour, c'est forcément Kev Adams, Jamel Debbouze, Florence Foresti, et qu'en fait, on a un panel d'artistes ici en Belgique exceptionnel. On a tout, en fait. On a tout. On a tout type d'humour, tout type de personnalité. Et en plus, on s'entend globalement tous très très bien. Et donc moi, ça me tenait à cœur de faire découvrir ça par chez moi. Parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent, qu'on s'entend tous les trois, on présente des plateaux, on le sait très bien, on ne gagne pas d'argent quand on fait ça, c'est du stress, est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils seront à l'heure, donc on le fait vraiment, enfin moi, je vais parler pour moi je le fais vraiment pour le bien de passer une soirée déjà avec des gens qui sont toujours hyper sympas, et surtout, oui, vraiment, découvrez, allez voir du spectacle vivant. Parce que là, j'ai des gens, par exemple, pour ce spectacle-ci au Sofloti, pour les 3 dates, j'ai décidé de ne plus faire d'affiche où je présente qui sera là. Voilà, avant, je disais tout. Il y avait une affiche, il y avait les têtes de tout le monde. Là, il n'y a pas. Pour plusieurs raisons, parce que c'est pénible de demander les photos de tout le monde, déjà de 1, ça veut dire refaire une nouvelle affiche à chaque fois. Il y a toujours quelqu'un qui annule et du coup... Exactement. Et tu as toujours quelqu'un qui annule au dernier moment. Et puis, je me dis, de toute façon, ça se passait toujours très bien. Et donc, j'ai des gens qui m'ont dit... pour le concept, quoi. Oui, j'ai des gens qui m'ont dit non, j'annule pas si je sais pas. Mais ne viens pas, c'est dommage, c'est toi qui vas rater une soirée exceptionnelle. Et là, effectivement, sur les réseaux, ils ont vu que c'était super bien. J'avais Sacha Ferra, j'avais Dan Gagnon, Mathieu Debatty, justement, qui recommence. Il y avait Oriane Garcia et Arnaud Mertens qui est vraiment très bien aussi. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je disais ça. Mais comme ça, je citais aussi des noms d'humoristes. Mais Soum, toi, tu as la soirée des mercredis du rire à Charleroi depuis le 22 octobre 2014, ce qui en fait une des plus vieilles soirées d'humour avec le Made in Bruxelles Show, où tu animes des fois souvent également. Mais tu as aussi animé la Déferlante belge à Lille, des soirées à Los Amoal à l'époque, les scènes ouvertes aux Kings, tu as présenté tout un tas de soirées hors d'humour aussi. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimes dans le rôle de MC ?
On va scinder tout d'abord le mercredi du rire. Si je l'ai créé en 2014, c'était vraiment ça. C'était pour dire au public Carolo, il y a du talent en Belgique, venez les voir. Et moi, là où j'ai gagné, c'est quand les gens me disaient ah ben Soum, je l'ai découvert. J'ai découvert un tel au mercredi du rire et je suis allé voir son spectacle. Moi, rien que pour ça, j'ai gagné. Et en effet, j'ai pas gagné ma vie spécialement pour la soirée, mais je suis très heureux que le public aille voir les copains parce qu'ils sont drôles et qu'ils méritent. Ensuite, j'adore être MC parce que MC, t'es pas obligé d'être drôle. Tu vois, en fait, j'ai réussi des fois à être encore plus drôle quand je suis MC parce que je ne prévois pas, j'ai pas ce stress de ok, cette blague-là doit marcher, cette blague-là doit marcher. Donc je raconte, souvent j'aime bien rebondir sur ce qui vient de se passer par rapport à un humoriste ou quoi, ou caisse, ou bien par rapport au public. Et donc, il y a ce côté décontracté qui m'amène à un vrai stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai stand-up, c'est le type qui vient, qui raconte, il sait même pas t'as l'impression que tu sais pas ce qu'il va raconter. Ah ben, quand je suis MC, c'est vraiment ça. Je sais pas ce que je vais raconter, je rebondis juste sur ce qui se passe ou ce qui vient de se passer. Et des fois, ça mène à des moments juste incroyables, quoi. Il y a même parfois où ça n'a pas été filmé, j'étais dégoûté. Et donc, que ce maintenant, soit... tu te filmes beaucoup pour... Oui, maintenant, j'essaie de filmer presque tout le temps. Mais que ce soit des soirées où je présente des concours de Miss ou de beauté ou de chic, peu importe. Moi, tu as un public, une scène, un micro et je m'éclate. C'est pour ça aussi que chauffeur de salle, ça me va bien parce que j'ai ce côté où je peux m'amuser. Rassembleur, c'est ce que j'ai dit au début. Ouais, non, c'est cool. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'aime vraiment bien. L'autre jour, j'ai même animé une vente aux enchères en français et en néerlandais pour la Sabam. Truc improbable. C'était une vente aux enchères d'affiches. Ils avaient fait un concours avec une marque de café et j'ai animé ça. Je faisais un peu de trucs en néerlandais et c'était juste... je me suis éclaté malgré tout, quoi. Et donc, j'aime vraiment bien le rôle de MC et c'est pour ça qu'un jour, et même c'est Costia qui m'a dit mais Soum, comment ça se fait qu'on t'a jamais proposé une émission de télé? Je sais pas. Appelle-les, les producteurs. Mais moi, je suis très partant parce que après une émission de télé, j'aurai moins de liberté que MC en spectacle, évidemment, parce que t'as du texte, t'as un prompteur, t'as des choses que tu peux dire que tu peux pas dire. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des émissions où t'as un petit peu de liberté, surtout quand tu parles aux candidats. Et ça pourrait être très, très chouette. Ok. Toi, tu fais bien ça aussi. Merci. Merci beaucoup. Tu chauffes très bien en tant qu'MC, le public t'explique bien. Parce que souvent, quand on est chez Guillaume, c'est souvent toi qui fais la chauffe. Et tu fais ça très très bien. Je trouve que tu cadres bien les gens et les gens sont toujours. Mais je pense que c'est Team Soum. Moi, j'adore ça. Mais je pense que c'est un rôle qu'on banalise trop dans les soirées en mode qui veut faire MC, machin. Mais c'est un rôle hyper important et je pense que comme Soum, on aime bien tous les deux que les gens soient bien et que ça se passe au mieux. Et du coup, on est là, mais il faut poser un cadre pour que ça se passe bien. Et donc, moi, je suis Tout à fait. Par exemple, quand je vais chez Guillaume, moi, ça me détend énormément de passer avant mon passage parce que je sais que le cadre, je l'aurais posé au mieux. Et après, je fais OK. Ils ont toutes les infos pour que ça se passe bien. Après, il faut être drôle, faut défendre. Mais des fois, tu arrives dans des endroits et tu te dis, mais toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Mais le présentateur, il met une ambiance horrible où il n'explique pas les règles et le public, il est un peu perdu ça a commencé, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, j'ai jamais vu de stand-up. Et donc, je suis déjà arrivé à des soirées où je me dis, mais tout est réuni pour que ça se passe bien. Pourquoi ça se passe pas bien? Mais des fois, c'est le présentateur qui n'a pas lancé la soirée comme il faut. Après, les artistes peuvent récupérer ça avec leur talent et tout ça, mais des fois, il n'y a pas besoin. En fait, si le présentateur est bon, comme Soum l'est au Mercredi du Rire, on arrive sur un écrin de... si ça se passe pas bien, c'est vraiment que toi, en fait. Ça s'est pas bien passé parce que tes blagues sont pas bien. Mais des fois, tes blagues sont géniales et le contexte n'y est pas et donc ça les vend pas bien, quoi. Et donc, c'est pour moi un rôle important. Par contre, contrairement à toi, je déteste faire MC puis après faire un passage. C'est très compliqué parce qu'alors les gens ils savent pas comment ils t'ont vu en tant qu'MC et tu vas jamais être aussi drôle que si t'arrives t'arrives pour la première fois. Là t'arrives à la deuxième fois, donc il y a plus l'effet de surprise, il y a plus l'effet parce que encore une fois les gens ils t'ont déjà vu, ils ont déjà fait leur screening et donc ce côté-là tu le perds et c'est pas ça. Parfois ça peut bien se passer, ça se passe super bien, mais je préfère devenir soit tu joues MC totalement ou humoriste, mais les deux. Ou alors j'enchaîne, alors je M6 et directement je fais mon passage. Ok, ouais. Tu vois, chez Guillaume, c'est plus une chauffe que vraiment un rôle de présentateur, mais quand je suis présentateur, j'ai déjà essayé des fois, il y a un humoriste qui annule, et du coup, je me retrouve à faire présentateur et passage, et ça marche moins bien. Ouais, ça marche moins bien, hein. C'est sûr. Parce que les gens sont là, mais il est présentateur. Oui, c'est ça, voilà. Et des fois, les gens comprennent pas que le présentateur est aussi humoriste. Parce qu'ils connaissent pas, ils se disent, mais des fois, on me dit, vous savez, vous devriez faire du stand-up. Justement, voici mon spectacle. Vous avez un spectacle.
Alors, vous avez aussi tous les deux fait pas mal de premières parties. J'ai noté un petit peu PE, Alex Vizorek, Cody, Pablo Andrés, Freddy Togo, Pascal Legitimus, Marc Herman, Kevin Razi, Samuel Titz, vous l'avez fait tous les deux, je pense. Manon Lepom, Alexandre Vizorek, Jean-Marie Bigard, vous l'avez fait tous les deux. Fabrice Eboué, Elise Semoun, Virginie Hoc. Enfin, vous avez fait plein de premières parties, mais ce que Moi, j'ai fait Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, je l'ai manqué. Fier, Tu l'as fait où? Je l'ai fait à Rochefort. Oh, trop bien. Ouais. Stylé. Ah bah, tu vois, je l'avais même pas vu sur ton Facebook. J'ai fait Olivier de Benoît aussi. Oh. Mais ce que je voulais savoir, c'est quelles ont été vos meilleures expériences en première partie et les artistes qui vous ont apporté quelque chose, un conseil, un truc que vous avez gardé, quoi. Moi, je vais juste garder, parce que j'en ai fait beaucoup, je les aime tous, je vais garder Elise Moon. Je l'ai fait 4 fois, et en plus, après ça, il m'a proposé un rôle dans Ducobu. Donc, c'est quand même un beau petit souvenir. Donc, rien que pour ça, je suis quand même très content de l'avoir fait, mais sinon, j'en ai fait plein, et j'étais tellement fier de faire la première de Fabrice Eboué. C'était lui, c'est un des gars qui m'a donné l'envie. Saison 1. Ouais, voilà, JCC saison 1. C'est un des gars qui m'a fait donner le plus envie, mais sinon, il y a pas des premières parties qui te donnent des conseils, quoi. À part Cody, je te dis, il avait dit il y a le savoir-faire et le faire savoir, mais sinon les artistes, c'est pas qu'ils gens disent tu devrais faire ça, la plupart ils t'écoutent pas, c'est très rare qu'ils t'écoutent, mais sinon c'est très chouette et je les remercie tous ces gens qui m'ont permis de faire leur première partie, quoi. Toi, Carole? Moi, je réfléchissais. J'ai fait la première partie de Verino une fois. Et Verino, je l'ai trouvé d'une gentillesse, d'un professionnalisme, et en plus, il est hyper drôle. Et il a été très humain avec moi. Donc, c'était mon ancien spectacle, et donc il avait beaucoup aimé. Parce que vu que je parlais d'une belle-mère et des enfants, et que lui, il est papa, il est marié depuis très longtemps, il est avec sa femme depuis très très longtemps. Il m'avait dit, c'était à Bastogne, et j'étais en finale du concours, et quelqu'un d'autre a gagné. Enfin, peut-être que si je dis ça, après, on va... C'est rien. Oui, quelqu'un d'autre a gagné. Et voilà, cette personne m'avait fait une petite remarque un peu pour me dire, moi j'ai gagné, toi t'as perdu. Et Verino a dit, tu sais, Carole, ne te tracasse pas. Florence Foresti, elle a jamais rien gagné, mais elle a eu une carrière, elle. Et puis finalement, j'avais discuté avec elle. Je pense que c'était pour prendre ma défense par rapport à la personne qui était en face de moi. Et il a vraiment été d'une gentillesse, et il m'a vraiment beaucoup discuté sur mon truc. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Sinon, tout ce qui est évidemment Manon Lepom, c'est toujours un bonheur de parler avec elle. Elle a des très bons conseils parce qu'elle roule très bien sa bosse, Manon. Elle fait très très bien ça. Et elle roule très très bien sa bosse, et quelqu'un qui m'aide beaucoup dans le milieu. Et j'ai jamais fait sa première partie parce qu'il n'est pas du tout comédien, mais c'est le patron en fait du Comédie Centrale et de la Comédie en Île, Éric Marquis. C'est quelqu'un, dès que j'ai un conseil à lui demander, en fait il est toujours là, et lui me met aussi sur des premières parties. Là récemment, j'ai fait la première partie d'Alex Vizorek encore, qui est aussi quelqu'un d'exceptionnel, qui a beaucoup de bons conseils à donner, et qui est aussi très gentil. Donc, j'essaye de prendre de chaque expérience, on va dire. Trop bien. Vous êtes tous les deux comédiens. Soum, tu as joué dans des mini-séries, mais aussi dans des pièces de théâtre, dans le film du Cobu, tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi dans plein de pubs, Carrefour, Burger King, Bouygues Télécom, l'Union Européenne, Tefal, etc. Carole, toi, tu as écrit et joué dans les 2 saisons de la série Une semaine sur 2, qui était inspirée de ton premier spectacle. Oui. Tu as aussi joué dans les 3 saisons de la série Trentenaire sur Typique, oui, et Les Invisibles sur France 2. Oui, c'est une série policière. Ok. Quelle place a le métier de comédien, de comédienne dans votre vie par rapport au stand-up ? Alors déjà, c'est totalement différent. Donc déjà, quand tu joues sur scène une pièce de théâtre, on va dire, tu grossis un peu les gestes, tu grossis tes expressions et tout ça. En cinéma, tu dois jouer très vrai. Si tu commences à faire la peur en faisant... ça ne va pas du tout le faire à la caméra. Tu dois vraiment être vrai. Donc c'est un jeu, c'est un autre type de jeu que moi j'aime beaucoup. Dès qu'on dit action aussi, tu dois tout de suite être dedans. T'as pas le temps comme en théâtre ou en stand-up de faire monter l'histoire et monter l'émotion. Si tu dois pleurer en cinéma, quand on dit action, il faut y aller, quoi. Et dans Trentenaire, tu pleures. Et je fais que ça. Je pleure tout le temps, moi. Tout le temps. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que je vais en faire de plus en plus. Je veux jouer. Tu en mets un avant l'autre, ou c'est sur un pied d'égalité et tant que tu joues, c'est bon ? C'est tellement différent que j'aime les deux, quoi.
Et parce que je mets même 3 trucs différents. Je mets la comédie sur scène, je mets le one-man ou le stand-up ensemble, et puis je mets le cinéma d'un côté. Et c'est tous les 3 des jeux différents, donc je les aime tous. Je me souhaite de retourner sur scène à plusieurs. En théâtre ? En théâtre, oui. J'aimerais, en comédie. Voilà, je jette ça dans l'univers. Je me souhaite de refaire du cinéma, série, parce que c'est super. T'es avec une équipe et tu rencontres plein de gens, et tu te rends compte en fait que les gens se rendent pas compte que quand ils regardent un film ou une série, ils ont l'impression que tout ça est grâce aux acteurs. Pas du tout. Il y a tellement de personnes autour, les maquilleurs, les coiffeurs, les habilleurs, les lumières, les techniciens. Enfin, c'est incroyable comme quand tu vois une image, le nombre de personnes en fait qui travaillent sur cette image. Et ça, je trouve que c'est incroyable, que le gouvernement devrait bien entendre que c'est important, la culture. Il y a plein de gens qui travaillent autour de ça. Il n'y a pas que les gens qu'on voit. Souvent les podcasts. C'est vrai ? Non, pas du tout. Si tu écoutes, tu peux partir. Parce que non, sinon j'ai une très bonne vanne sur toi dans mon spectacle. Viens voir mon spectacle. J'en ai 2 sur toi dans mon spectacle. J'en ai pas. Et toi, Soum ? Et moi, alors moi, c'est quelque chose. À la base, c'est mon vrai rêve. Quand j'étais petit, je voulais être acteur. Je voulais ça parce que j'ai toujours aimé jouer la comédie. Finalement, j'ai fait de l'humour, ça n'a pas rien à voir parce que tu joues quand même un personnage, mais voilà, je fais du stand-up, je suis plus ou moins naturel, je suis plus ou moins moi. Mais ça n'empêche que j'ai fait du théâtre, j'ai vraiment aimé, incarner un rôle. Et moi, je rêve. Je pense que c'est vraiment une ambition, c'est de jouer un rôle, mais qui soit pas du tout comique. J'ai envie de montrer une autre face parce que je suis vraiment quelqu'un de tellement gentil, c'est vrai, dans la vraie vie, que moi mon rêve c'est de jouer un méchant, vraiment la personne détestable, et je sais que je pourrais vraiment bien l'incarner. Et sinon ben voilà, je pense que moi je mets le stand-up en 1 parce que c'est ma vie, et que les projets cinématographiques et publicitaires c'est venu sur le tard, et c'est plus venu en appoint. Tu vois, parce que j'ai pas joué dans une série, des choses qui me permettent d'être là longtemps. Moi, c'est toujours du one shot. Je fais un jour de tournage pour la plupart du temps. Donc, j'ai pas assez d'expérience pour dire ouais, ok. Mais j'aimerais bien un jour qu'on me propose. J'ai écrit un film, j'ai écrit une série, et je suis tellement j'ai hâte de pouvoir montrer ça et de le faire. Mais voilà, ça viendra. Je pense que ça viendra plus qu'encore que remplir le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Ça marche. C'est quoi votre rapport que vous avez tous les deux avec les réseaux sociaux ? Carole, il y a quelques années, tu mettais pas mal de vidéos en face cam. Ici, tu en fais un petit peu moins. Soum, toi, tu mets de plus en plus d'extraits sur scène, de moments d'interaction avec le public, tout ça, pour essayer de te faire connaître et tout ça. C'est quoi votre rapport avec ça ? En fait, je sais que maintenant, c'est très important de faire des vidéos, mais je trouve qu'il y a déjà tellement de choses que moi, dans ma conviction de réussite et tout ça, j'ai l'impression que c'est encore possible de réussir sans ça. J'ai un peu l'impression parfois que certaines personnes se vendent mal en faisant des vidéos. Donc je me dis, si c'est pour faire quelque chose pas bien, je préfère pas le faire. Voilà, je préfère faire plus de plateaux, me faire découvrir autrement et tout ça, et avoir un autre parcours que quand on me dit oui, mais maintenant il faut. Déjà, quand on me dit il faut, ça, moi je déteste. Donc je vais trouver un autre moyen. Et en fait, quand j'ai une idée, je fais une vidéo. Et si j'ai pas d'idée, je fais pas. Tu forces pas, quoi. Non. Ouais, mais c'est ça, moi je suis un peu comme Carole. Enfin, alors moi, non. Contrairement à Carole, je me dis que je sais que c'est indispensable. Je sais que pour réussir, à part quelques exceptions, de nos jours, il n'y a plus personne qui réussit sans passer par les réseaux sociaux. L'exception pour l'instant, c'est Sarah Lélé. Sarah Lélé, on a cru en elle pour son taf sur la scène. Et donc on l'a produite, et maintenant elle continue à poster sur les réseaux. Mais c'est pas les réseaux qui l'ont fait réussir, c'est la scène. C'est la scène, c'est son talent sur scène, et ça, moi je dis bravo. Mais elle est très peu pour alimenter quand même. Je trouve qu'elle est présente. Oui, maintenant elle continue. Oui, mais elle montre bien son. Oui, elle montre bien, univers, mais quoi. Personne pourra dire oui, Sarah elle a réussi parce qu'elle fait des vidéos. Pas du tout. Sarah elle a réussi parce qu'elle était forte sur scène, drôle, et quelqu'un a cru en elle, et tout est venu vers elle parce que sur scène c'est hyper drôle, c'est super bon, d'accord ? Mais sinon, ça reste exceptionnel. La plupart des gens qui réussissent, c'est parce que soit ils font de la télé, de la radio et du net, voire les trois. Manon Le Pomme fait pas de vidéo et elle réussit. Oui, mais ça reste des exceptions. En Belgique, oui. c'est une Elle fait partie des exceptions. qui joue le plus. Ça fait partie des exceptions, c'est ça que je dis. Hein. Donc, il y en a très peu. Dans ceux qui remplissent,
c'est des gens qui ont réussi par les médias, alors Internet, télé, radio, mais surtout Internet. C'est très rare, hein. Donc moi je pense qu'il faut passer par là. Mais comme tu dis, par contre, je te rejoins tout à fait. Si c'est pour le faire mal, il faut pas le faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas trouvé de concept. Et donc, ce que je fais le mieux, c'est de faire de la scène. Donc c'est pour ça que je mets des vidéos de scène et des interactions avec le public. Parce que sinon, me dire, je vais inventer, vous avez remarqué, c'est bon, quoi. Tu vois, tout le monde le fait. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai un concept drôle et original où je dis, ok, j'ai trouvé. Mais là, je l'ai pas trouvé. Donc plutôt que forcer, se dire, je vais faire ça. Non, là, pour l'instant, je le fais pas et je mets juste ce que je fais, la scène. Après, tu as toutes les blagues de tes anciens spectacles. Il y a des blagues que tu pourrais réutiliser, filmer. Oui, bien sûr, oui, mais ça reste de la scène, en effet. Donc, oui, les moments de scène, ça, je veux bien les mettre sur les réseaux. Mais il faut pas que ça. Il faut un mix de, je pense, de trouver un concept drôle. Il y a des gens qui ont trouvé des concepts super drôles. Je pense à Greg Dutt, par exemple. Tu vois, ce gars, ça me fait super rire. Jérémy Morio, par exemple. Jérémy. Lui, je l'adore. Mais en plus, lui, ce qui est bien, c'est qu'il est super sur le net et il est super sur scène. C'est important aussi. Il faut que les deux se rencontrent. C'est important, tu vois, parce que... Pareil, Sacha Ferrat, oui, il est trop drôle sur les réseaux, mais quand on arrive à son spectacle, on n'est pas déçu. Non, c'est ça. C'est mieux. Nicolas Croix non plus. PE, même chose. Tu vois, c'est des gens qui, d'une part, ok, ils sont drôles sur le net, mais quand tu viens les voir, ok, tu t'éclates, parce que ça, c'est le risque. De se dire, waouh, le gars est super drôle sur le net, je vais aller le voir et puis c'est nul. Mais tous ceux qu'on vient de citer là, ils sont juste incroyables sur scène également. Donc, ça tombe vraiment bien. Mais je pense qu'il faut, à part dans les exceptions, tout le monde passe par le net, quoi. Pas le choix. Okay. Qu'est-ce que vous direz qui a le plus changé? Dans quoi vous avez le plus progressé depuis vos débuts? Maintenant, vous avez de l'expérience sur scène, en humour en général. En quoi vous avez le plus progressé? Mon style vestimentaire. J'ai bien progressé là-dedans en me disant, il faut toujours être classe. Sinon, le rythme des vannes surtout quand tu fais sur des plateaux, tu vois, je pense qu'on a les silences, l'importance des silences. Je pense que ça, je l'ai compris que trop tard. Enfin, pas trop tard, mais je l'ai compris plus tard. Il y a des fois où on veut absolument combler un blanc, combler un vide. On a peur du vide quand on est sur la scène, alors qu'il y a des vides qui sont hyper drôles. En plein de choses, je pense, en maturité et en recul, voilà, en recul sur les choses. Maintenant, je ne suis plus trop triste et trop malade si vraiment j'ai raté une scène, parce que ça arrive encore d'en rater, et je sais qu'avant, je pouvais remettre toute ma vie en question quand j'avais un mauvais passage. Là, maintenant, je me dis, ça arrive. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire de l'humour? Le plus, le contact avec le public. Le moins, devoir remplir les salles. Le plus, oui, bien sûr, le contact avec le public. Le moins, la perte parfois de confiance en moi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la carrière? D'être heureux. Oh, ouais. Nice. L'Olympia, dont tu parlais. J'allais te le dire, l'Olympia, mais même plus que ça, d'aller vraiment dans les étoiles, que tous les rêves de la petite fille à l'intérieur de moi se réalisent tôt ou tard. Je vous souhaite vraiment à tous les deux tout ça, en tout cas. Merci. Et on termine, comme tous les épisodes, avec l'interview name dropping. Donc je vais vous demander pour chaque catégorie de donner un ou une humoriste, mais il faut vous limiter à une seule personne. Ok. L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que vous avez rencontré? Moi, je veux dire Carole Matagne. Super sympa. Vraiment, c'est quelqu'un de très très sympa. Ouais, mais je suis obligée de dire toi maintenant. Non, pas obligé. Non, loin de là, non. Moi, je vais quand même dire... je vais dire Manon Le Pomme. L'humoriste qui vous inspire ou qui vous a inspiré le plus? Pirette. Jamel Debbouze. L'humoriste qui, selon vous, écrit le mieux? Guillermo Guise. J'allais dire Guillermo Guise. Guillermo Guise. Ouais. C'est trop marrant, vous les dites en même temps. L'humoriste qui, selon vous, joue le mieux, celui qui, par son jeu, vend le mieux ses blagues. Ouf, compliqué ça. Fabrice Eboué. Florence Foresti. Un humoriste qui vous a surpris dernièrement, soit quelqu'un que vous connaissiez pas et que vous avez découvert tout d'un coup, ou quelqu'un que vous connaissez et qui est revenu avec quelque chose de nouveau, ou quelqu'un qui vous a surpris. Alex Vizorek. Ok, avec son nouveau spectacle. Ouais. Ok. Très bien. Le fait qu'il revienne au stand-up, tout ça, un truc plus il parle de lui et ouais. Ok, j'ai pas encore vu son spectacle. Très bien. Ok. Pas tout de suite, mais Jérémy Morio, parce que c'était la première fois que je l'ai rencontré, c'était surprenant parce que tu t'attends pas à ça et puis tu dis waouh. Trop bien. Et maintenant, je vais vous demander de choisir entre deux humoristes. Il faut me dire lequel des deux vous fait le plus rire. Donc, on va vraiment aller sur ce critère-là du rire. C'est même pas celui que vous préférez entre les deux, c'est celui qui va vous provoquer le plus de rire entre les deux.
Entre Gad Elmaleh et Florence Foresti. Florence. Entre Verino et Fabrice Eboué. Fabrice. Verino. Entre Alex Vizorek et PE. PE. Ouais. Entre Osman Levray et Salim Chedi. Je les aime tellement. Salim. Entre Ino JP et Gaëtan Delferrière. Ino. Mais c'est dur, dis. Entre Dave Elbrandt et Sarah Grosjean. Grosjean. Ouais, ça. Ouais. Entre Manon Le Pomme et Freddy Tougo. Ah. J'ai vraiment pris dans les gens que vous aimez bien. Moi, je suis obligé de dire Tougo, parce que c'est mon gars sûr, même si j'adore Manon aussi. Hein. Moi, je vais dire Manon. Mais c'est dur parce que Freddy me fait mourir de rire, quoi. Mais bien sûr, c'est encore, je vais le préciser comme dans tous les épisodes, mais quand je vous demande de choisir, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas drôle. Hein. Bah oui, Non, bien sûr. Un qui vous fait un tout petit peu plus rire que l'autre. Voilà, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à tout ça. Merci à toi, Régis, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, Régis. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était chouette, c'était cool. Merci de nous avoir invités spontanément, hein. Après avoir eu 101 derrière. 101 avant nous. Merci, hein, vraiment, c'est chouette. Et moi, je suis content de vous avoir eu ensemble. Je trouve que ça marchait très bien et donc je suis très content que ça soit fait comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner, à le partager autour de vous. Et si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Des bisous.